Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir le Festival du podcast. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race! I have come here to chew bubblegum and kick ass. All out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Leydec et bienvenue dans Retour vers le Turfu numéro 38 partie 2. Aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'épisode 38, on va être ensemble une petite heure pour parler du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau réalisée par Peter Jackson. Avec moi pour causer du film Pezzo. Oui, oui, génial. Oui. Elsa. Bonsoir. Vivien. Oui. Louis. Un chroniqueur pour les dominer tous. Il est à fond. On n'a pas le retenir. Quoi. C'est chaud. Et un invité aujourd'hui, Mathieu, qui voulait s'essayer au podcast. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Alors toi, t'es fan de cinéma? Oui. Touche un petit peu là au cinéma? Ah bah, cinéphile et cinéaste. Ah bah voilà, bravo. Pour une fois qu'on a un spécialiste pour en parler, c'est vraiment très agréable. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui. Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Répondez, Gandalf. Donc le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, en VO The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, et le titre québécois Les Soudoués en vacances. Yes. Adaptation donc filmique des romans de la trilogie du Seigneur des Anneaux, écrit par John Ronald Reuel Tolkien en 54, produit par New Line Cinema et Wingnut Film, qui est la boîte de prod de Peter Jackson. Donc réalisateur Peter Jackson. Alors en casting on trouve Viggo Mortensen, oui. Elijah Wood, Ian McKellen, Christopher Lee, Orlando Bloom et Sean Austin. Scénario Peter Jackson, son épouse Fran Walsh et Philippa Boyen. Et en musique, Howard Shore pour sublimer le bordel. Alors, le budget du film, 93 millions de dollars. Bon là, je parle que du premier volet, hein. D'accord. Recettes, worldwide, 871 millions de dollars. Allez, c'est rentable. Il aurait pu se permettre de les filmer un par un. Parce que la recette aurait permis que le studio dise ouais, vas-y, c'est bon, tourne les suites, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'était le risque. Non, franchement, c'était le risque. Mais là, le fait qu'ils ont tout calé en un film, ils ont fait, ok, on met tout le pognon. On est sûr, ouais. Mais c'est un coup de poker, et c'est un coup de poker gagnant, hein, pour le coup. Hein. Mais c'est ce qui a été fait au niveau du tournage. Oui. Ouais, mais non, en gros, tout a été enchaîné. Ouais, c'est en un an de tournage. Après, c'était la post-prod derrière, mais en soi, oui, ça a été un an de tournage en Nouvelle-Zélande. Et ils ont tout fait d'un coup. Alors, le film a obtenu 4 Oscars à la cérémonie de 2002. Il a été récompensé par la meilleure musique, meilleure photographie, meilleur effet visuel et meilleur maquillage. Pour le coup, c'est vrai que c'est bien donné. Oui. Il a été nommé pour meilleur film, mais qui a été remporté, attention, par Un homme d'exception de Ron Howard. Super. Ah, mais il est connu, celui-là. Ouais, c'est un film avec Russell Crowe qui est un peu débilos. Et Peter Jackson, qui avait été également nommé meilleur réalisateur, prix qu'il n'a pas obtenu. L'Académie a préféré donner ce titre à Ron Howard, justement, le réalisateur de Un homme d'exception. Formidable. Alors, le film qu'on dit quel game, quoi. Incroyable du cul, comme dirait la l'autre. Némésis. Non, parce que Un homme d'exception, pourquoi il a gagné? Très simple. Biopic. Allez. Voilà. C'est le biopic de la fameuse règle des biopics. D'un mathématicien, justement, qui était à Oxford, qui est un dingue et qui était un peu ma boule, et vraiment, c'était un film touchant, quoi. Donc, forcément, voilà, tu mets tout ça, en plus, sorti pour la saison des Oscars. Les académiciens sont des personnes sensibles. Oui, ils ont un petit cœur. Ouais. Des états d'âme. Ouais. Et un goût de shot aussi. Hein. Bon. Voilà, ça s'est fait, shot fired. Alors, Le Seigneur des Anneaux au cinéma est un projet de longue date, hein, adapté en film d'animation, premièrement par Ralph Bakshi, en 78. Le film a été maintes et maintes fois pensé pour être adapté au cinéma. C'est le dessin animé, non? Ouais, exactement, en rotoscopie, ouais. C'est en 95 que Peter Jackson, connu alors que pour ses films de série B, Brain Dead, The Feebles, Fantôme contre Fantôme, entre autres,
Voilà, pour les nommer. Il souhaite attaquer l'œuvre de Tolkien pour l'adapter au grand écran, car c'est un putain de fan de Tolkien. Alors, les premiers producteurs à être intéressés par le projet sont les mêmes qui produisent Tarantino, les frères Weinstein, par l'intermédiaire de la société Miramax, Harvey Weinstein étant déjà une grosse merde en tant qu'être humain, et dans le rôle de producteur, il l'est tout autant. Alors, il y a plein d'exemples, hein, comme quoi il a fait que de la merde avec Weinstein, à part Tarantino, mais là, on va se concentrer sur le cas de Jackson. En fait, il souhaite pas faire une trilogie, lui, déjà, d'entrée de gamme, et souhaite que le film ne soit fait qu'en un seul volet. Il parasite l'écriture du scénario, qu'il juge pas assez commercial, et exige son droit de regard sur le casting. J'avais vu qu'il y a eu des emmerdes pas possibles, et que Jackson a mis des vétos pour... Ah ouais, non, mais il a mis des cartouches, hein, pour éviter ça, quoi. Le bras de fer a duré 6 mois où Harvey menaçait de virer Jackson au profit de Tarantino ou John Madden, le réalisateur de Shakespeare in Love. Oh là. Sauf que Jackson avait obtenu les droits d'adaptation, donc nique ta mère, du Seigneur des Anneaux, qu'il avait acheté avec ses propres fonds au préalable, et décida de prendre ses clics et aller vers New Line Cinema qui lui proposait un contrat en béton avec 3 films à la clé. Putain la vache. Ça me fait penser à ce genre de position, genre toute meilleure, c'est moi le projet, toi. Ça me fait penser à Luke Skywalker, là, comment il s'appelle Mark Hamill. Qui a pas arrêté de cracher sur Star Wars 8 notamment, comme un enculé. Et tout le monde qui essaie à dire Mark, tu vas peut-être un peu fort et tout ça. Mais lui, il s'en battait les couilles, il était essentiel au film. Donc, et là, c'est un peu pareil. Pour lui, c'est fin de tournage en plus, parce que je veux pas spoiler. C'est génial de voir du coup ce qui est devenu le Seigneur des Anneaux. Après qu'il ait arrêté de travailler avec Weinstein. Avec le Weinstein, ouais, mais tu vois, ça aurait pu être un gros blockbuster de 2 heures, mais incompréhensible, quoi, le truc. Bon, en même temps, on regardera dans le débat, mais le film pourrait être très, très, très résumé en 3 minutes. Le tournage du film s'est déroulé en Nouvelle-Zélande, fin 99 jusqu'à décembre 2000, on en parlait, donc t'as tourné pratiquement une année complète. Ils ont tourné toute la trilogie durant cette période. Pour rendre crédible un univers d'heroic fantasy, l'équipe du film était composée d'au moins 300 personnes pour bâtir les décors, les costumes et autres armes qui pullulent dans le film. Ah, mais c'est un taf de malade, mais même le résultat est quand même dingue. Hein. Bah oui. On parle d'une période où le numérique est conceptuel. Hein. Le premier film a été tourné totalement en numérique, qui était Vidoc. Donc en fait, réalisé par Pitoff et sorti en 2001. Donc en fait, tout ce qu'on voit, à part bien sûr, c'est obvious, hein, mais comment il s'appelle, le Balrog et tout le bordel, bien sûr, c'est des images de synthèse, mais en grande partie, tu vois le décor, le décor qui est ouf. Enfin, les gorges de la Moria, par exemple, qui sont complètement dingues, complètement babouilles. Ils ont construit des bâtisses incroyables. Ils sont fait chier. Les costumes, les maquillages, les armées, les monstres, les créatures sont. Il y a beaucoup de maquettes aussi, hein, qui ont été incrustées, mais c'est des maquettes déjà, donc tu vois, c'est pas fait un truc au PC. Mais le Rohan, c'est un vrai truc qu'ils ont construit. Edoras, ils ont cherché des mois et des mois. C'est la ville des chevaucheurs de chevaux. Hein, non, mais c'est surtout le village des Hobbits, hein, qui a demandé du boulot aussi. Hein. Oui. Il existe encore aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui. On peut visiter les maisons et tout. Ouais, mais c'est dingue. Enfin, c'est dingue le travail accompli, quoi, grâce à ça. Mais quand même, pour l'anecdote, Edoras, la ville, c'était des mois de recherche pour trouver une montagne qui était en plein milieu de plaine pour pouvoir construire une ville dessus. C'est quand même des malades, ils ont construit pas toute la ville, parce qu'il y a des CGI aussi. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout ce qui est concept en fait pour les effets spéciaux, en fait, il fallait vraiment ruser sur pas mal de choses. Tout jouait sur l'éclairage surtout, et également la façon de traiter en fait les échelles entre les acteurs. On a les hobbits qui sont forcément des acteurs de taille moyenne, on va dire, normale, quoi. Mais en fait, pour dans le film, ils ont dû faire des concessions. Pour rendre par exemple Elijah Wood en hobbit, c'est-à-dire dans l'univers du film un homme de petite taille, il fallait ruser sur la profondeur de champ et la perspective de la caméra. Et ce qu'ils ont fait généralement sur les scènes, ils les ont tournés en 2 fois. C'est-à-dire en 2 fois avec les acteurs. Le mage, par exemple, Gandalf, il jouait tout seul. Et Sam, non, c'est comment il s'appelle, Frodon jouait, lui, sa scène tout seul. Et en fait, ils ont mis là aussi, ils ont fait un décalque, en gros, pour que ça soit incrusté et que ça se remarque pas. Et aussi non, parce que, dans la perspective, il n'y a pas eu que des histoires comment dire, c'était tourné en plusieurs fois. Il y a eu aussi dans beaucoup de scènes au départ, quand ils sont face à face en train de se servir le thé, quand c'est la nuit, qui parle de l'anneau, tout ça, beaucoup de scènes ont été tournées, les deux étaient vraiment sur scène, sauf que on les voit face à face sur la table, mais il y en a un qui est 10 mètres en arrière, et ça on le voit pas, parce que c'est tellement bien filmé que en fait ils ont construit une table qui en fait fait 10 mètres de long et elle apparaît comme 1 mètre de long pour toi. C'est des jeux de perspective qui sont super bien pensés. C'est des détails cons mais affreusement longs à mettre en place, en fait, à l'époque. Il y a eu aussi maintenant des doublures nains enfants aussi pour les hobbits. Mais maintenant tu vois que tu fais ça avec des CGI, quoi, 2-3 clics et fais pas chier, allez, c'est bon, on avance gagnant. Mais alors que ça, tu vois, des techniques comme ça, c'est dur à faire, mais en fait finalement ça vieillit bien. Ça vieillit bien et ça coûte pas cher.
Faut juste pas être trop con. Pour s'occuper de la post-production, il a fallu mettre au fourneau 250 personnes chez Veta Digital, donc le studio de Peter Jackson pour les effets visuels, pour mettre en vie la Terre du Milieu, incruster les maquettes et les rendre crédibles dans le film, et par exemple s'occuper de l'animation du Balrog, comme j'en parlais, qui a pris plus de 4 mois. Quand on regarde au global la production du film, c'est 4 mois de boulot. C'est quand même assez fifou. Alors, au total, 350 décors construits, 100 lieux de tournage, 274 jours de prise de vue principale, 250 chevaux pour une scène, 200 masques d'orques différents, 150 costumes créés pour chaque civilisation, une équipe technique allant jusqu'à 148 personnes sur cette scène, 45 techniciens de décor, 40 tailleurs, designers, cordonniers, brodeuses et bijoutiers, et 30 à 40 costumes par hobbit. Voilà. Et j'ai pas encore parlé aussi des... vous savez, ils avaient aussi des semelles spécifiques pour les hobbits. Des faux pieds. Des faux pieds. Ils ont créé des centaines, c'est génial. Mais d'ailleurs, ça, ils en ont fait parce que je crois au début, ils le faisaient pas. Et il y a un mec qui a marché sur un bout de verre ou je sais pas quoi, ça lui pétait le pied, je sais pas quoi. Dans une scène. C'est ce que j'avais entendu aussi. On va passer au Saviez-tu. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Alors, aujourd'hui, pour le Saviez-tu, on va regarder quelques détails de la production du film assez incroyables. Cette rubrique est faite pour ça, d'ailleurs, rendre le ridicule incroyable. Alors, Viggo Mortensen, qui joue le rôle d'Aragorn, est acteur dans pas mal de chefs-d'œuvre, comme Green Book dernièrement. Durant le tournage, alors qu'il effectue une cascade, parce qu'il est tellement cool qu'il n'a pas besoin de doublure, eh bien, il se pète une dent avec un coup d'épée mal négocié. Pas froid aux yeux, le petit gars, il va recoller avec de la glu pour reprendre pour tournage aussitôt. Badass. Mais Mortensen est un acteur prenant vraiment son boulot au sérieux. Il fait des résultats magiques, comme chacun le sait. Mais pour coller au personnage d'Aragorn de la façon la plus optimale possible, que faisait-il hors du plateau de tournage? Petite A, il dormait avec son cheval certaines nuits. Petit B, il emmenait partout son épée avec lui, en voiture, au restaurant, à l'hôtel. Petit C, il ne se lava pas pendant 4 mois. Petit D, il demanda des conseils d'acting à Hayden Christensen. C'est le petit B. Je connais cette anecdote. Pas que. Il se lave pas. Non. Mais ses cheveux, c'était possible. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, demander le A, conseil le B, le C. Ouais. À Hayden Christensen, bien sûr. Ouais, tout à fait. Non, c'était, il dormait avec son cheval certaines nuits. Et il emmenait partout son épée avec lui en voiture, au restaurant et à l'hôtel. Ouais. Le mec, il se baladait tout le temps avec son épée pour être à l'aise pour faire sa cascade. Mais elle est trop classe. Tellement à l'aise qu'il s'est pété son dent, ce con. Ouais. Bravo. Donc ça n'a pas marché. Alors, il faut savoir que pour prendre le rôle d'Aragorn, plusieurs acteurs étaient envisagés. Alors, il y avait Daniel Day-Lewis. Ça aurait pas été dégueulasse. Hein. Viggo Mortensen, toujours. Nicolas Cage. Viggo Mortensen. Je sais pas, j'avais vu ça, genre. Et Russell Crowe. Viggo Mortensen. Mais ils ont refusé. Donc ça veut dire qu'on aurait pu avoir Nicolas Cage. Non. S'il avait dit oui. C'est lui qui avait dit non, c'est Nicolas. C'est Nicolas Cage qui a dit non. Il a refusé le rôle. Mais parce qu'il avait un peu conscience d'être en deçà. C'est surtout qu'il c'était sa période où il était complètement drogué. Ah. Donc je pense qu'il y a des signes là, quand on commence à partir en couille. Et Russell Crowe, en fait, il l'a refusé parce que il s'est dit que moi là-dedans. Bah ouais, mais ça rappelait trop Gladiator en fait. Ouais. Il aurait fait ouais, mais je fais une double quoi. C'est peut-être pour ça que je l'aurais bien fait dedans du coup. Bah ouais, il y a ça. Bah il collait bien. Mais dans la catégorie j'aurais voulu jouer le rôle aussi. Attention, j'en ai retenu un. Vin Diesel a voulu jouer le rôle d'Aragorn, mais je vous laisse deviner, c'est fait têche par la production. Oh, c'est dommage. Alors, pour incarner le mage Gandalf, Ian McKellen a été choisi par Peter Jackson. Jusqu'ici très peu connu du grand public, cet acteur. Il a eu le double, c'est-à-dire qu'il s'est fait connaître avec X-Men qui est sorti en 99 et Seigneur des Anneaux 2 ans plus tard. Mais qui était pressenti à la base pour incarner ce rôle afin de faire flouser du pognon à tout va? Je pense à Sean Connery. Alors, attendez. Petite A, Lionel Jospin. Petit B, Sean Connery. Petit C, Christopher Lee. Petit D, David Lynch. Alors, le C. C'est Christopher Lee qui a été recommandé. C'est Tolkien lui-même qui connaissait Christopher Lee. Ce sont deux personnes qui sont connues. Et du coup, Christopher Lee connaissait les œuvres de Tolkien, avait lu Seigneur des Anneaux. Et c'est Tolkien lui-même qui avait dit à Christopher Lee j'aimerais que tu incarnes Gandalf si un jour on fait un film. Et en fait, il a fait Saruman. Il a fait Saruman. Et c'était Sean Connery, qui était, comme tu disais Mathieu, qui était pressenti, sauf qu'il a refusé. Il a refusé, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait Highlander. Non, ouais, parce qu'il préfère Highlander. Ouais, mais non, peut-être pas quoi. Non, mais la production, en fait, a proposé en plus $6 millions par film
$6 millions par film à Sean Connery. Et avec 15% de part des recettes du film. S'il acceptait de jouer dans la trilogie. 15% de part. 15 putain de pourcents. C'est énorme. Mais Sean vraiment Connery n'a pas pris le rôle car il ne comprenait que dalle au script. C'est dommage. C'est con, hein. Même aujourd'hui qu'il a vu il a vu les films, il comprend toujours que dalle. C'est pas le seul. Louis, est-ce que tu voulais parler de sujets en particulier sur le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau? Pourquoi moi? Parce que tu es le plus fan. Non, pas forcément. Je vais laisser un petit peu les gens en parler. Je vais d'abord poser une question. Quel rôle doit avoir une adaptation? Est-ce que franchement, il faut faire du copier-coller? C'est pas possible. C'est pas possible et c'est une mauvaise idée, je dirais. Je suis contre, ouais. Moi, je suis contre. Il y a certaines choses que tu peux pas retranscrire. Mais heureusement, il y a Mastercard, c'est ça? Tu la mets dans ma boîte à bac de merde. Ding ding. Vas-y, un point pour lui. De toute manière, déjà de base, tu peux pas faire exactement ce que pense l'auteur parce que t'es pas l'auteur. Bah oui, mais en fait, du coup, quand tu lis, t'as toujours une interprétation. Tu t'imagines, t'as tes propres refs que tu vas mettre que tu vas mettre dans ta diésèse un petit peu de l'histoire que tu te fais, tu vois. Et du coup, forcément, tu vas l'interpréter d'une manière différente que ton voisin, etc., etc. Donc déjà, c'est pas possible en tant que tel. Et en soi, c'est pas une bonne idée. Et le cinéma a montré que de toute manière, c'est mieux quand le réal prend parti pris sur une adaptation plutôt que quand il la suit stricto sensu. Pas que ce soit genre Mary Poppins, tu vois, genre par exemple, ou Shining ou des choses comme ça. Toi, surtout quand c'est des bons exemples. En plus de ça, les codes narratifs que tu vois, pour faire avancer une histoire ou pour créer une ambiance, c'est pas les mêmes. Enfin, en fait, c'est deux disciplines différentes. Donc en fait, t'avances pas une histoire de la même façon à l'écrit que au cinéma ou qu'à l'oral. C'est pareil, quand tu racontes une histoire, ça va pas être exactement la même chose que quand tu la lis, les 3/4 du temps, ou que quand tu l'écris, pardon. Et donc, comme les codes sont différents, autant prendre le pitch de base et l'adapter aux moyens avec lequel tu veux le présenter. Quitte à rusher quelques points, comme beaucoup de fans du livre du Seigneur des Anneaux se plaint, en fait. Vraiment, c'est obligé. De toute façon, les fans hardcore font toujours chier, hein. Ils sont jamais contents parce que Nigel, il n'y a pas eu ce passage-là. Moi, des fois, j'ai envie de leur dire, mais retournez lire les livres. C'est ce que je veux dire, c'est une concession que les réalisateurs ils doivent faire, mais t'auras toujours évidemment des lecteurs qui vont pas se retrouver, qui vont être déçus que certains personnages ou certaines scènes sont pas intégrés. Je pense à certains trucs qui sont sympas, mais ou des choix déjà d'acteurs. Que les films font 4 heures presque chacun. Et que, je trouve que Peter Jackson a fait un très gros effort pour inclure le plus de choses et pour être le plus fidèle possible, parce qu'on a quand même 4 heures par film, c'est 3h30 pour certains, c'est quand même énorme, quoi. Et il aurait pu essayer de résumer ça en 2 heures par film, quoi. Je pense je suis d'accord aussi. Au final, une adaptation, son rôle, c'est avant tout d'essayer de rentrer le maximum de choses sans en mettre trop, en fait. C'est mettre le bon mix entre trop et pas assez, pour éviter de tout rusher parce que tu veux mettre trop de trucs dedans, comme beaucoup d'adaptations, ou au contraire de partir complètement à droite du film, et dans ce cas, c'est plus une adaptation, quoi. Eragon. Pardon. Mais de toute manière, il n'y a même pas de la question qui se pose parce que adapter, c'est pas respecter. Oui, voilà. Adapter. C'est pour ça qu'on dit adapter d'ailleurs. Oui, parce que mais en soi, c'est toujours un sujet qui fâche, hein, que ce soit une adaptation de jeux vidéo, de comics, ou un truc comme ça. Je pense que ça touche c'est parce que ça touche au sacré. Mais ouais, non, mais c'est un peu ça, tu vois. Les 3/4 du temps, quand tu dis le livre était mieux, c'est parce qu'en fait, t'as vraiment vécu tu dis pas ça d'un livre qui est mauvais de base. En général, c'est déjà si c'est adapté, c'est que quand même on parle d'une histoire qui est quand même pas. Non mais tu vois, de façon générale, c'est que le pitch de base il est pas dégueu. Twilight, c'est pas ouf, mais c'est une littérature adolescente. Oui, pour un certain correct. C'est pas pas si mal écrit. L'univers est pas déconnant. T'aimes pas. C'est de la littérature adolescente, pardon, mais tu vois. C'est que donc le speech de base est donc quand même pas très mauvais. En fait, je pense que les 3/4 des spectateurs, ils sont attachés à ça émotionnellement. Et quand on leur promet, on va te dire putain, là, tu vas la voir en grand écran face à toi au cinéma. En fait, je pense qu'il y a forcément une petite part de toi qui est genre trop bien, je vais pouvoir voir tout ce que j'ai rêvé. Et en fait, ça ne peut pas être ce que t'as rêvé parce que comme le disait très bien Pedro tout à l'heure, c'est la pensée de quelqu'un d'autre. Ouais. Je pensais là quand on parle d'adaptation,
une des adaptations que je trouve extrêmement bien réussie, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, grave. Qui est pour moi la meilleure adaptation enfin peut-être pas la meilleure, mais une des meilleures adaptations de tous les temps. Parce que dans le bouquin, par exemple, Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, Ratchet, elle n'est pas du tout comme ça en vrai. Dans le bouquin, elle est genre complètement hystérique, folle de partout. Elle est pas super réservée, genre froid et mécanique. Ouais. Je crois que à un moment donné, tu vois, il explique genre il y a des éclairs qui sortaient de ses yeux. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est presque cartoon comics, tu vois. Et du coup, bah, ça aurait mal rendu en film. Tu vois. Ah non, mais c'est clair, ça aurait fait une comédie, quoi. Bon. Ça aurait fait une comédie. Pour le Seigneur des Anneaux, est-ce que enfin, il y en a qui ont lu le livre ou pas? Non. Oui. Vivien, est-ce que pour toi le film c'est une bonne adaptation? Oui. En vrai, je sais pas quoi dire de plus. Je me souviens, moi, c'est la scène, c'est au tout début quand il y a Frodon qui parle avec Gandalf. De mes souvenirs, c'est repris mot pour mot. C'est mot pour mot ce qu'il y a dans le livre. Et à ce moment-là, c'est cool parce qu'en soi, ça passe très bien à l'écran. Et quand au contraire, il faut pas mettre mot pour mot les dialogues, et bah c'est pas mot pour mot les dialogues. Et du coup, bah globalement, en gros, il a mis ce qu'il faut mettre pour. Il a mis beaucoup de choses du livre, notamment des gros moments où c'est vraiment le livre. Il a pas mis Tom Bombadil. Pardon. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais il peut pas te mettre, mais c'est. Enfin, après, c'est un choix. C'est un choix, voilà. C'est-à-dire que si tu commences à mettre trop, après, son film, soit il fait 3h30, soit c'est une série télé, quoi. C'est ça. En série télé, ça se fait. Bah, plus facilement. On y revient sur l'adaptation à venir, quoi. Il là, me paraît bon, quoi. Pour moi, je pense que c'est le Seigneur des Anneaux en série, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie, mais c'est un peu tard. Ouais. Parce que regarde, ça a marché pour Game of Thrones, pour en parler à un univers où ça. Et pourtant, même Game of Thrones, il cut un max de trucs aussi. Hein. Ah, bah, il rush. Pour les adaptations, je suis. Pour moi, il a très bien adapté les livres. Parce qu'il faut savoir que c'est lui-même qui a choisi le découpage. À la base, comme tu disais, il partait sur une production sur un film, voire deux. Peter Jackson a décidé de diviser le récit en 3 volumes, ce qui correspondait pas à la base au bouquin de Tolkien. Donc finalement, en fait, le découpage, la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi, c'est une invention de Peter Jackson. Et des versions cinéma en 2h50, voire 4h en version longue. Donc, alors, je n'ai pas vu les versions longues, je peux pas juger par rapport à la fidélité. On les a vus, ça ajoute. Moi, je trouve que ça tire en longueur quand même. Je trouve que ça dépend des épisodes, mais sur le 1, je pense que ça fait plus fan service, toi. Après, c'est que vous ne savez pas, vous connaissez pas les passages qui sont version longue. Non, si, on a revu le film. Certains, oui. On a revu le film en version courte. Et c'est vrai qu'il sur la version courte, il rush un truc, c'est la relation, le frère de Boromir, lui et son père. Ouais, c'est vrai que t'as pas dans la version courte. Le passage et c'est vachement important, je trouve, en fait. La reprise de la cité, tout ça. Ouais. Enfin, tout ça, c'est le père de Boromir, il est amené que dans le 3e film. Ouais, voilà. Genre, on connaît pas avant. Il pop au 3e film, on comprend pas. Même son frère, quand il pop, on sait pas qui c'est quasiment. Oui, c'est ça. Alors que il y a des scènes avec ces 3 personnages en version longue. Moi, je trouve ça pertinent, quoi. Important. Ceux-là, ouais, mais après, il y a des trucs, franchement, c'est des sketchs. C'est nawak. Après, ouais, j'ai remarqué des trucs aussi sur Peter Jackson. Enfin, du moins, de sa façon de réaliser. Il s'est pas empêché de faire des conneries qu'il fait sur Branded ou des trucs comme ça. C'est des scènes, tu sais, où tu dis, mais putain. La bataille des 2 mages. Où les 2 mages se foutent sur la gueule. Ouais, c'est mauvais. Putain, on dirait de la breakdance, quoi. C'est un truc de ouais. Mais il y a les mêmes d'ailleurs avec. Ah non, mais c'est incroyable. Danse, ça aurait été une scène dans Branded, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc complètement teubé. Mais après, c'est vrai que en termes d'œuvre, tu sens quand même, par contre, pour l'adaptation, et ça, c'est un truc que tu peux pas retirer au film, c'est vraiment l'amour, quoi. Ah ouais. Ça déborde. C'est incroyable. Le mec, il a géré ça. Enfin, c'est lui qui a dirigé tout le bordel. C'est son bébé. Hein. Et c'est assez impressionnant quand même le résultat qui a été fait. L'univers, en fait, il a réussi à un truc pas facile, c'est retranscrire au mieux, en fait, un univers qui était déjà vraiment complexe. Parce que Tolkien, quand tu lis le livre, moi j'ai pas réussi à les finir les livres parce que ça m'a cassé les couilles, parce que c'est exactement le truc de description. C'est de la description tout le temps. Ouais, c'est trop bien. Ouais, non, je suis pas fan moi en plus de règles fantasy, donc ça m'a vite saoulé, mais tu sens que en ayant lu les 100 premières pages, tu sais déjà où ça va aller dans le sens où c'est Tolkien qui veut créer son monde, qui veut créer sa langue. Je crois qu'il a d'ailleurs, en fait, il a créé Seigneur des Anneaux pour sa langue. D'abord, il faisait des cartes et des langues, c'est ça. Hein. À l'âge de 14 ans, il commençait à créer des langues. Ouais. Alors, je vous conseille un super documentaire de France 2, il me semble, de 50 minutes sur Tolkien, que j'ai vu il y a pas si longtemps sur YouTube. Ça retrace sa vie.
Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment c'est une consécration d'une vie presque. Hein. Il a mis, je crois presque. Enfin, il a commencé à écrire l'elfique, enfin ce qui est devenu l'elfique à ses 14 ans, et il est mort avant d'avoir fini l'histoire de l'univers avec le Silmarillion. C'est vrai. Il est mort avant de pouvoir finir ce film, ce livre. Il a mis juste le Seigneur des Anneaux, je crois qu'il a mis plus de 15 ans, je crois que c'est 12 ou 15 ans pour l'écrire. Mais à ses 14 ans, il avait créé cette langue de l'elfique. Enfin, vraiment, cet univers, c'est la consécration de sa vie. Et ce que je voulais surtout te dire, en fait, c'est que sur l'imagerie que maintenant que tu fais de l'heroic fantasy, Peter Jackson, en fait, a retranscrit, je pense, au mieux ce que pensait Tolkien. En fait, sur l'univers de Seigneur des Anneaux. Comment c'était construit, comment la typographie, l'imagerie. Et c'est vrai que maintenant, une fois que le Seigneur des Anneaux était sorti, maintenant, l'heroic fantasy, les elfes, même s'ils sont... Il y a pas mal qui se sont foutus de la gueule, les elfes, mais c'est vrai que maintenant, les elfes, tu les vois, tu penses au Seigneur des Anneaux. L'heroic fantasy, généralement, maintenant, c'est relié à l'imagerie de ce qu'a fait Jackson avec le Seigneur des Anneaux. C'est drôle parce que, en gros, le film a fait au cinéma ce que le livre a fait à la littérature de l'heroic fantasy. Je veux dire, en soi, il a imposé il a inspiré des tonnes de choses. Et le film derrière, c'est pareil, il a imposé une espèce de norme un peu sur. C'est comme dans ma chronique tout à l'heure, les jeux vidéo, la chronique de la semaine dernière, que je parlais de précurseurs. Pour moi, le Seigneur des Anneaux, en termes de littérature, pour après les films et les séries, les jeux vidéo qu'on connaît aujourd'hui, il a mis les bases, le visage, la forme, la gueule des orques, des bêtes, de tout ce qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Tout est inspiré du Seigneur des Anneaux, justement. Les orques, il les a définis, les nains aussi. On sait pas le nain comme on a dans Game of Thrones. Les nains sont des bourrus. Les gros nains barbus, les gros barbus forts, qui sont pas des personnes handicapées, qui sont des... Après, ces figures-là... Ça balance. Ces figures-là de nains, d'elfes, d'orques, c'est des figures qui sont déjà extrêmement présentes dans... différentes mythologies. Mais dans la mythologie, mais aussi dans beaucoup de contes populaires, dans beaucoup d'illustrations. Et en fait, je vois très bien ce que vous voulez dire. Il a je sais pas comment dire, il a clarifié, il a un peu que ce soit repris tout ça dans la conscience collective, il a redéfini les règles. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui sont pas du tout nouvelles, quoi. Non, mais c'est pas ce que je disais. C'est ce que je voulais dire pour les elfes. C'est par exemple les elfes. Il a juste changé l'image des elfes. Avant Tolkien, les elfes c'était plus des petits lutins magiques slash fées. Ça a toujours été un peu comme ça le côté elfique, un peu fantaisiste, presque religieux. Il est arrivé avec ces elfes qui lui étaient des guerriers un petit peu de la nature, très condescendants, hauts, svelte, grand, tout ça. C'est justement cette image qu'on garde aujourd'hui des elfes plus. Bien. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est des figures qui sont déjà présentes. Donc c'est des figures qui sont présentes dans différentes mythologies, qui n'ont aucun lien entre elles. Lui, ce qu'il a fait, c'est que tous ces trucs qu'il a piochés un peu partout, il les a réunis dans un même monde et il en a fait quelque chose de cohérent, de tangible. C'est là, effectivement, de toute façon, on est arrivé à un point où c'est difficile d'inventer quelque chose de entièrement nouveau. Ce qu'il a fait, lui, c'est créer un monde crédible en redéfinissant des règles sur des concepts, des races, des choses qui existaient déjà et il les a mises, il a mis dans le même endroit et de là, maintenant dans n'importe quel univers d'heroic fantasy, globalement, il y a des elfes qui côtoient des nains, qui côtoient des humains, bref. Ça, il a un peu défini le médiéval fantastique qu'on connaît. C'est ça, voilà. Alors qu'avant, c'était des trucs qui étaient complètement séparés. T'avais pas des elfes avec des nains. Il a fait un love story de. Ouais, c'est ça. Tu disais justement Tolkien quand il a écrit son livre, justement. Enfin, on disait que Peter Jackson quand il a fait Seigneur des Anneaux, ça redéfinit un petit peu dans l'inconscient collectif l'heroic fantasy. Mais déjà, Tolkien, c'est vrai qu'avec le livre, Le Seigneur des Anneaux, il a redéfini ce que c'était un micro-univers, enfin un univers-monde un petit peu dans la littérature. Et en fait, grâce à lui en soi, outre le film, grâce au Seigneur des Anneaux, en fait, il y a plein d'auteurs qui ont pu écrire des bouquins sur l'heroic fantasy. George R. Martin, qui fait Game of Thrones, sans Tolkien, je pense pas que ça aurait la même gueule. Il intervient beaucoup dans le documentaire dont je vous ai parlé. Tolkien, c'est sa vie, quoi. Je parle de Tolkien pour Game of Thrones. Le jeu de rôle papier, pareil. Sans Tolkien, je pense que ça n'aurait pas la même gueule. Disons qu'en soi, on peut être d'accord là-dessus, c'est que l'heroic fantasy serait pas ce qu'elle est maintenant sans. Bien sûr. Oui. Et du coup, c'est impacté sur différents trucs, que ce soit le JDR, les jeux vidéo. Sans le JDR, après, c'est les jeux vidéo, ça aurait peut-être. Enfin, sans Tolkien, on n'aurait pas eu Dragon Quest. Ça a des tonnes de ramifications. Je rejoins ce que vous dites. Effectivement, la trilogie de Peter Jackson, c'est ce qui a vraiment défini aujourd'hui l'heroic fantasy comme on la voit au cinéma.
Parce que c'est vrai, avant cette trilogie, il n'y a pas eu d'antécédent, enfin, si voilà, ou alors peut-être dans les années 80 avec des épopées comme, je pense peut-être Histoire sans fin, qui essaie de se rapprocher de cet univers, des films comme Légende de Ridley Scott également. Et Peter Jackson, il a vraiment, entre guillemets, blockbusterisé cet univers. Donc, pour tout le monde. Ouais, dans tous les excès, entre guillemets, d'ailleurs. Donc, quitte à presque s'auto-parodier une décennie plus tard, mais bon, après, c'est un autre débat. Ouais. On parlera pas du Hobbit. On pourrait en parler des heures. Ouais. Si on commence à aborder le sujet, on est reparti pour une demi-heure, 45 minutes. Là, au moins. Easy. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. 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 Alors, le verdict. On va commencer avec l'invité, Mathieu. Qu'est-ce que t'as pensé du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau? C'est de la merde. Ok, non. C'est de la merde. Non, c'est... Alors, le Seigneur des Anneaux, moi, je vais le prendre... Je vais raconter mon histoire aussi avec ce réalisateur, Peter Jackson, parce que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est les derniers films de ce réalisateur que j'ai vus. Moi, j'ai démarré avec Peter Jackson, avec tous ses premiers films, avec son bite taste qui racontait des extraterrestres qui faisaient de la bière avec des os humains. Meet the Feebles, qui était une parodie énorme du Muppet Show, Brain Dead, avec ses excès gore. Créature céleste, un drame très touchant avec la désormais celle Kate Winslet sur un parricide. Après le culte pour moi fantôme contre fantôme avec Marty McFly Fox. Et je suis venu au Seigneur des Anneaux très très tard et j'ai beaucoup apprécié cet épisode du point de vue narratif. Mais après avec tous les tics de réalisateur qui m'a fait aimer le cinéma de Peter Jackson. Donc j'ai trouvé le film très bien construit. Je n'ai pas lu le livre, mais je n'ai pas eu besoin d'avoir ces acteurs pour me plonger dans cet univers. L'univers est très bien amené. Je pense au prologue très bien fait avec la voix de... La voix off, qui a été pensée sur le tard. Voilà, oui, j'ai vu ça qui a été fait sur le tard pour combler des lacunes narratives. Un casting très bien amené. Donc, un excellent Elijah Wood. Un excellent Ben Kellen, très bon Viggo Mortensen, un Sean Ben habitué à mourir. C'est ça. C'est son boulot. C'est son taf. Voilà, Sean Ben encore. Donc, non, excellent film excellent souvenir de cinéphile. Que dire de plus? Et une note sur 10, tu mettrais combien? Allez, le 8. Oh, il tente le 8. Ouais. Oh, il tente le 8. Je tente le 8. Le foufou. Louis. C'est particulier. Je sais que tu aimes beaucoup ce film. Vous savez très bien à quel point j'aime parler pendant la note. Pour moi, c'est ce qui... c'est quand j'essaie de me rappeler des films que j'ai vus quand j'étais jeune, c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a marqué le plus. Ça a vraiment forgé... Bon, je vais pas dire que j'ai grandi avec, parce que non, je suis pas devenu chevalier, je me suis pas battu contre des gens avec des épées et tout ça après. T'es venu avec ton carrosse en bas, là, d'ailleurs. Ça n'a pas forgé en soi ma personnalité, mais c'est ce qui m'a amené à aimer l'univers médiéval fantastique, et c'est ce qui m'a amené à devenir peut-être geek, tout ça. Ça a vraiment forgé ma jeunesse. Ta culture personnelle. La culture, les jeux de rôle, les Warhammer Seigneur des Anneaux, tout ça, que j'ai acheté quand j'étais petit. J'ai vraiment été un grand fan de... Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, parce que c'est toute cette construction, comme tu as dit, des centaines de personnes, ces décors, c'est tout ce visuel, toute cette épopée. En fait, ce que j'aime beaucoup dans le Seigneur des Anneaux, sans parler de la trilogie, dans la communauté de l'anneau, c'est cet aspect communauté, c'est le départ d'une grande aventure que je trouve bien écrite, bien racontée, et c'est de voir cette communauté ensemble évoluer, qui après explose un petit peu dans les autres films. Ça arrive. Mais en fait, j'arrive pas à le juger seul, je le juge dans la trilogie. Pour moi, du coup, comme cette trilogie m'a énormément marqué, c'est le point de départ de cette trilogie.
Et je le vois comme le point de départ, du coup, de ta trilogie. De ces chefs-d'œuvre qui m'a marqué. Donc, pour moi, ouais, c'est un grand oui. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu pourrais pas les noter. En fait, tu les noterais tous de la même note parce qu'ils font tous partie d'un. Pour moi, ouais, c'est cette aventure, c'est cet univers. Après, bon, il y a des films que j'ai préférés à d'autres dans la trilogie. Par exemple, je me rappelle que j'avais plus vu le 2 que les autres parce que ma mère m'avait acheté les 2 tours en DVD à un moment quand j'étais petit et pas les autres. Bon, c'est pas cool. Du coup, vu que je battais souvent ces films. Pile au milieu, tu sais, genre. C'est ça. Ni le début ni la fin, tu sais, genre, tu revois ta mère depuis, c'est ça, peut-être. En termes d'anecdotes, ma sœur avait vu ces films sûrement avec moi, ou quand elle était jeune aussi. Elle en peut plus de ces films parce que à chaque fois qu'on allait, presque toutes les semaines ou tous les mois, on allait au vidéoclub. Ça fait un peu rétro de dire ça, hein. On allait au vidéoclub de Sucé-sur-Erdre pour louer un. Waouh, ça fait trop badass. Ça fait super rétro, au vidéoclub de Sucé-sur-Erdre pour louer un film. Et vu que j'y allais toujours avec ma mère, c'était le film pour la soirée, et ben je prenais toujours Le Seigneur des Anneaux. Tout le temps, tous les mois, toutes les semaines, tout le temps. Je prenais presque tout le temps ça. Ma mère faisait ça pour me faire plaisir, mais ma sœur, quand elle se faisait chier, du coup, elle disait, oh, tiens, on va voir un film ce soir, et à chaque fois c'était ça, elle en pouvait plus, elle était au bout de sa vie. Et du coup, c'est un peu comme un clin d'œil et tout ça qu'elle m'a offert un super collector du Seigneur des Anneaux récemment, du coup, que je vous ai convié à regarder. On a maté les versions longues. Ouais, c'est très marrant parce que du coup, il y a quelques semaines, du coup, pour Noël, ma soeur m'a offert un super collector Seigneur des Anneaux. Et du coup, c'est tombé sur le film Seigneur des Anneaux, genre quelques semaines après. C'était vraiment c'était le destin. C'était le destin. On devait en parler, c'était frais, on venait de le voir. Et du coup, c'était des petites anecdotes pour dire à quel point ce film a marqué ma jeunesse. Et tu peux y aller. Non, oui. mais tu peux y aller, mec. Je peux y aller. Tu peux la mettre, cette fameuse note. Tu peux y aller, mon gars. Je vais mettre à 4. Non, ok, donc je mets 4. Évidemment, Pezzo a mis son 10 à Mulholland Drive. J'ai pas mis 10 parce que, comme je vous l'ai souvent dit, moi, je note par rapport à mon expérience personnelle, il y a des films qui sont très bons dans leur généralité, qui sont considérés presque comme chefs-d'œuvre. Mais pour moi, est-ce que j'ai eu une expérience incroyable? C'est quand je sors du cinéma ou quand je l'ai vu après. Est-ce que je me dis genre waouh, genre est-ce que vraiment, même si c'est considéré comme un bon film, moi si j'ai passé un moment genre moyen, même si c'était cool, tu vois, je mets des 5. Et c'est pour ça que moi, le Seigneur des Anneaux, je mets le 10 parce que c'est incroyable. Il l'a dit. Moi. C'est exceptionnel. Il a dit 10. C'est la trilogie, l'aventure de ma vie. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est quand même le mec qui sac le plus dans RVLT et il met enfin le 10. Je devais mettre le 10 au Seigneur des Anneaux. C'est toi qui sac le plus. C'est pas moi qui sac le plus. Je le mets aussi pour remonter parce que je sens qu'il y en a qui vont se lâcher aussi. Hein. Ah oui, t'as raison. Ne notez pas pour descendre mon 10, ça serait vraiment malhonnête. T'inquiète pas, mais Christelle n'est pas là pour faire de la merde et mettre une note de merde pour contrebalancer le tout. Il y aura Pezzo. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci Louis, merci de ton 10. Voilà. Vivien. Merci de ton 10. En vrai, je retourne vachement sur la vie de Louis. Quand j'ai les peu de souvenirs de cinéma que j'ai de quand j'étais petit, c'était notamment Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. Même si quand j'étais petit, j'avais rien capté à l'histoire. Hein. C'est en le regardant maintenant avec un peu de cinéma aussi dans la gueule, mais surtout la capacité à comprendre le récit dans son entièreté. C'est ouf, j'avais quand même réussi à apprécier tout le film, toute l'histoire, toute l'épopée, quoi. C'est fantastique. Et c'est ce qui m'a fait plonger aussi dans l'heroic fantasy, je pense, parce que j'ai toute mon enfance, mon adolescence, j'ai bouffé des bouquins dessus. J'ai adoré. Enfin, c'est un univers qui me marque toujours énormément. Et je pense que notamment c'est grâce au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson que j'en suis là. Et donc ouais, c'est un film qui a une part extrêmement importante dans mon imaginaire, on va dire. Et à côté de ça, j'ai envie de faire juste un petit parallèle avec Star Wars 3. Là où Star Wars 3, j'avais surkiffé quand j'étais petit. Le Seigneur des Anneaux, j'ai surkiffé aussi quand j'étais petit. Sauf que maintenant, Star Wars 3, je le regarde, j'ai envie de vomir. Et le Seigneur des Anneaux, j'apprécie encore plus, quoi. Donc, c'est toute la différence entre un excellent film et un film. J'ai pas envie de dire de mal de Star Wars, mais bon, voilà. Bon, je pense qu'on a un épisode où c'est du vomi, quoi. Voilà, c'est vraiment vomir sur la pellicule. Alors, c'est du numérique, donc c'est vomir sur le disque dur. Ouais, voilà. En plus, putain, sur le disque dur, faut y aller. Faut chiant. Faut taper. Hein. Et voilà, ouais, non, donc en soi, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je rejoins à fond la vie de Louis et je mets aussi un 10. Oh putain, un doublé. Oh, un doublé.
Le seul doublé qu'on avait là dernièrement, c'était Pulp Fiction. Hein. Ah, je sais. Pezzo. Alors moi, c'est de la merde. Non, même pas. J'ai plusieurs trucs que j'ai bien aimé, d'autres que j'ai moins bien aimé. Le premier truc qui m'a un peu dérangé, c'est vous avez tous dit l'univers il est super clair et tout, mais en vrai si t'avais pas été là pour m'expliquer plein de trucs, je me souviens de cette fameuse séance où tu posais tout le temps des questions. Ouais. Ce qu'il faut noter, c'est que Pezzo n'avait jamais vu Seigneur des Anneaux. Au moment où je l'ai convié à le voir avec nous, il y a peu, justement, il y a un mois à peu près. Il avait jamais vu du tout, donc c'était pour ça que c'est nouveau pour lui. Ouais. Et du coup, pour le coup, c'est clair. Oui, c'est la scène du début, elle est quand même pas mal. Enfin, on va dire mettre les bases. Mais je pense pour vraiment bien l'apprécier, faut avoir un peu plus que 5 minutes au début avec la fille qui explique les ados. Et donc moi, pour le coup, c'est bien parce que j'avais Louis qui me faisait mon commentateur officiel pour que je comprenne un peu les refs. Mais je pense pas que j'aurais passé un aussi bon moment avec en passant à côté notamment de certaines refs. Il y a autre chose qui m'a pas plu. Alors je parle vraiment là ce que je vais... Ça c'est Seigneur des Anneaux en général. Là je vais parler vraiment sur Communauté de l'Anneau. C'est trop long les gars quoi. Genre sans déconner, mais le début, c'est imbitable. Version longue. Dans le truc de Hobbit là avec les maisons enterrées. Ouais. Mais putain, mais j'en pouvais plus quoi. J'étais putain, mais en fait pendant 45 minutes, c'est 45 minutes qui techniquement peuvent être vraiment résumées en 10 minutes, c'est-à-dire les Hobbits ils sont gentils, ils sont pas méchants, ils boivent de la bière et ils font la fête. Il y en a un qui a trouvé un homme. Je schématise, hein, je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi autour de cette table, mais enfin c'est trop long. Là c'est concernant ce film-ci. Après, si tu prends vraiment comme un film de 12 heures, 45 minutes c'est pas grand-chose. Donc on est d'accord. Ceci étant dit, là on parle vraiment d'un film, donc pour moi c'est vraiment beaucoup trop long. Je suis d'accord et avec toi. La première fois j'avais déjà commencé à le regarder il y a longtemps et j'avais lâché et du coup j'ai compris pourquoi je lâchais. Mais faut pas lâcher parce que du coup les deux autres sont super, tu vois, les deux tours et le retour du droit, ça mérite, tu vois, de se faire chier le début du film, en tout cas jusqu'à ce qu'il rencontre au moins Aragorn, tu vois. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste que Peter Jackson a trop voulu insister pour mettre en place une idée. Non, mais après c'est un choix, tu vois. Jusqu'en gros, jusqu'à ce qu'il rencontre Aragorn, c'est vraiment vraiment long, mais ça vaut le coup parce qu'après c'est super quoi. Donc moi la Communauté de l'Anneau, c'est vrai que c'est celui que j'aime le moins des trois et je vais lui mettre j'ai mis tu peux me dire un ou deux 6 que j'ai mis là pour que je puisse comparer? Seul 6 que t'as mis? Ouais. Le seul 6 ah non, t'as mis 2 6. Vas-y, balance. Star Wars épisode 2. OK. Et Le Bonheur dans le pré. OK, bon. Donc, allez, tu peux pas mettre 6. Je lui mets 6,5 du coup. Je peux pas mettre 7 parce que je crois qu'il y a des trucs que je préfère en 7. Mais c'est voilà. Et les autres, tu vois, genre si je devais noter les autres, je pense qu'il taperait dans le 8, mais celui-ci il a vraiment vraiment du mal à passer. Après, pour vous remettre en contexte, c'est quand même un film d'exposition. Hein. C'est un film qui construit une histoire. Oui, je sais justement. Elle a pas but de faire avancer le schmilblick. Je sais justement, mais du coup, là, on parle du film d'exposition, quoi. Ouais. On parle pas de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, on parle de Communauté de l'Anneau. Mais c'est pour les auditeurs aussi, putain, le bâtard, mais c'est vrai qu'il y a pas d'auditeurs qui vont se dire qu'on juge la trilogie dans un... Non, on juge qu'un seul volet. Non, on juge que la Communauté de l'Anneau. On parlera des autres peut-être une prochaine fois. Qui sait? Si on a de la chance. Donc ouais, et il y a un autre truc que je m'ai aimé, c'est le fait que Frodon serve à rien. Ça, je trouve ça trop cool, quoi. Le héros principal soit juste le paquet FedEx. Ça, je trouve ça vraiment trop génial, quoi. Ça c'est quand même. C'est Sam qui fait tout le film. C'est Sam le vrai héros. Et oui, acting de ouf et musique de ouf. Ouais, bien sûr. Howard Shore, il a fait un super taf sur les musiques. Ouais, tout à fait, ouais, exact. Elsa. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Pezzo sur le rythme du premier. Ou alors oui, c'est un film d'exposition, mais enfin quand même. Merde quoi. C'est un peu lent. Sur l'acting, je suis moyen d'accord. Ah oui, non, il y a la meuf, la blonde, la blonde qui joue trop mal. C'est dans le 2, c'est dans le 2 et dans le 3, les gars. Ah, elle est pas dans le 1? Ah non. Okay. Shit. L'acting, moi, je suis moyen d'accord quand même. Alors, sur quel cas t'es moyen d'accord? Allez, vas-y, balance. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui lèvent le niveau, à part Vigo. Mais je trouve que très vite,
Mais non, mais Viggo, c'est pas pareil. Viggo, c'est mon amoureux. Mais même Viggo, il y a quand même pas mal de moments où je trouve que je vais me faire frapper. On frise le ridicule, quoi. Vraiment, que ce soit souvent les dialogues, c'est hyper. Je sais pas comment dire, mais c'est. C'est con. Bah. Ouais, tu peux le dire. Moi, je trouve que les dialogues sont débiles. J'adore l'univers. J'adore l'univers de Tolkien. J'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai fait des parties de JDR sur Donjons et Dragons qui ont duré des heures depuis que j'ai environ 7 ans. Je remets pas ça en cause. C'est juste que... Ne justifie pas, c'est pas grave. C'est juste que là, franchement, les 3 quarts du temps, moi, je suis à la limite de rigoler, quoi. Voire, je rigole. Quand je vois Arwen, c'est ça, et Aragorn. Les deux cons. Mais ça, c'est les personnages qui veulent ça aussi, non? Mais non, c'est juste, pour moi, c'est que c'est mal. C'est Love Story qui a été inventé par la production, quoi. Enfin, j'ai pas lu les bouquins, donc je peux pas savoir, mais si c'est dans les bouquins, j'espère que c'est mieux. Et si c'est pas dans les bouquins, bah, fallait pas le faire. Pour moi, c'est dans mal les bouquins, dirigé. il l'amène au restaurant. Je pense que sincèrement, il y a des romances Disney qui sont plus touchantes que ça, quoi. Quand j'étais petit, c'est le passage que je skippais du film. Ouais, ça, voilà. Mais non, mais tu vois, même pour quelqu'un qui n'est pas dérangé par ce genre de touche sentimentale, et ben, c'est pas très bien fait. C'est pareil, souvent, là, ces combats interminables entre mages, là, qui prennent leur bâton pour leur quéquette en se tapant dessus. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être des vrais... Je sais pas, j'attends autre chose, quoi. Je trouve ça très léger et très... j'ai l'impression que ça frôle, en fait, ce que ça pourrait... en fait, c'est dommage qu'ils parlent de qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, ce qui est cool, tu vois. Et en fait, t'as juste l'impression qu'ils se tapent à coups de quéquette qui c'est qu'à la plus grande, quoi. Donc mais non, mais ça démystifie un peu le... Je trouve que, voilà. Moi, j'ai un peu du mal avec ce truc-là de personnages qui sont quand même bien clichés dans ce qu'ils sont, quoi. Aragorn, même si j'aime Viggo Mortensen, c'est quand même le mec, le brin ténébreux, on sait pas trop, alali, alala. On a le bon copain ventripotent qui fait des petites blagues. On a de ci, de là un petit héros qui est un peu perdu, un peu niais, qui a rien vu de la vie. On a des femmes qui, bon, sont jolies et puis... Alors, viens, j'ai juste envie de rebondir là-dessus. C'est quand même une adaptation d'un film qui a été écrit, d'un livre qui a été écrit. Il y a aussi des choses qui viennent du livre. Attends. Oui, t'as ça, mais comment elle s'appelle l'elfe brune là, qui est le love interest d'Aragorn? Arwen, elle a quand même un côté badass. À un moment donné, c'est elle qui quand même sauve Frodon. Hein. Oui, c'est vrai. Elle se fait quand même courser par sa coiffure. Non, mais t'as raison. Vous ne passerez pas aussi les stylés, quoi. Non, c'est pas une... Putain, mais... Non, c'est vrai. Non, mais il joue bien, merde, le Magneto, là. Yann McKellen. Ouais. Oui, bah, il fait partie de ceux qui relèvent un peu le panier, tu vois. Mais sinon... Après, c'est les jeunes acteurs en derrière aussi. Hein. C'est pas Yann McKellen aussi, lui, il a de la route derrière lui, quoi. Bah ouais, mais... Elijah Wood, en fait, on peut pas... Enfin, je trouve ça... J'entends ça a été écrit il y a un petit moment. J'entends, oui, c'est des jeunes acteurs. Mais en fait, si tu prends pas ça en compte dans la création du film... Ben, c'est une erreur. Ouais, moi aussi, j'en préfère Nicolas Cage. Hein, je sais. Mais non, mais si effectivement l'acteur il est trop jeune pour tenir le rôle et que effectivement il a peut-être pas encore l'expérience pour tenir un rôle comme ça, bah prends quelqu'un d'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si le truc est un peu daté, alors c'est une adaptation, on remet le au goût du jour. Ouais. 2, en plus de ça, il y a on avait eu cette discussion sur l'humour dans cette Le bonheur est dans le pré. Oui, voilà. Merci. On trouve des exemples de choses qui datent de bien plus longtemps et qui sont plutôt actuelles ou mieux tournées. Donc c'est que c'est réalisable. Et je trouve, enfin, après les 3 quarts, enfin, il y a plein de points qui sont hyper intéressants. Les paysages sont magnifiques, la musique est superbe. Moi, je trouve que l'univers est hyper bien retranscrit, tu vois. Mais effectivement, moi, c'est le travail sur les personnages, entre autres, je pense, et ce qui est important pour moi quand je regarde un film, qui, je trouve, est assez bancal, quoi. Voilà. Donc, 6,5. Je suis pezzo. On a vraiment une team qui se scinde en deux, quand même. Hein. On a ceux qui sont là, ouais, c'est nickel, et l'autre, ouais, je mets mes réserves. Et t'as quand même passé un beau moment, ou est-ce que tu trouve quand même qu'il y a des efforts quand même. C'est quand même, t'as des points forts peut-être dans le film aussi.
En fait, j'en avais un souvenir hyper scintillant parce que beaucoup de parties de JDR. Et donc, dans ma tête, en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'était Donjons et Dragons, c'était mirifique parce que j'en ai des souvenirs hyper cool de nous, ce qu'on en a fait en jouant, quoi. Et en fait, en revoyant le film, bah. Ouais. C'était un peu comme nous avec Star Wars, en fait, peut-être. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu le même effet qu'on a eu. Ouais, c'est ça. Pas aussi fort, je pense, quand même, mais. Pour le 3, moi, je suis redescendu de haut, quand même. Ah oui, mais justement, je pense qu'on est redescendu. Moi, la première fois. Là, ça, je l'avais déjà revu en étant un peu plus grande, si tu veux. Mais moi, la première fois que j'ai vu ça, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, tu vois. C'était un des premiers films que je regardais avec mon grand frère. Tu vois, il allait m'emmener faire du JDR après. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment, c'était trop ouf, quoi. Et quand je l'ai revu un peu plus tard, je me suis dit, genre, ok, d'accord. J'avais mis ça sur le compte de l'adolescence, j'ai revu ça jeune adulte et j'ai fait genre, bah. Puis là, j'ai revu ça. Et en fait, on en discutait avec Pezzo tout à l'heure en allant chercher la bouffe, là. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Parce que j'ai l'impression d'avoir oublié, parce que il me procure pas une émotion, quoi. Il me touche pas. C'est un joli film, c'est chouette, l'histoire est intéressante, mais ça ne me touche pas. Okay. Ce que je peux comprendre. Non, mais nickel, 6,5, il n'y a pas de souci. Moi, si je mets un avis quand même objectif, juste objectif, les décors. Enfin, le travail qui a été fourni. Ouais. Qui est quand même. 7. Tu peux mettre 7 pour moi? T'inquiète, on voit ça, on deal ça en backstage. Ouais. Non, c'est rien que pour le taf. Vraiment colossal. Et c'était assez unique pour l'époque. Enfin, je pense que c'est quand même un film qui mérite déjà qu'on s'y attarde, qu'on le met pas aux oubliettes et que voilà, on pouvait dire que avant le numérique, juste avant, c'était vraiment le dernier grand film quasiment qui a été fait avant le grand ère du numérique, le blockbuster numérique justement. Donc pour moi, on peut pas l'oublier et puis le travail qui a été effectué est complètement dingue. Donc je peux pas dire juste parce que j'ai pas aimé le film. Je vais mettre vas-y 3. Non du tout. Donc du coup, je suis obligé de partir avec une base en fait de notes assez élevée. En enlevant le côté plaisir de mater le film et ce que j'en ai pensé, tu vois. Donc, ouais, je partirais déjà avec peut-être 6-7 points déjà dans le mal. Parce que par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma, comme le Seigneur des Anneaux, faut pas déconner, il est quand même dans le top. C'est clair. Bah, bien sûr. Faut pas chier. Après, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de Heroic Fantasy. Le Seigneur des Anneaux, c'est un truc qui m'a fait chier plus qu'autre chose. C'est vrai qu'une question que j'aurais pu me poser aussi, parce que c'est un truc que j'aime pas du tout dans le cinéma et dans la pop culture en général, c'est les fandoms. Les clans de fans. Les pires sont ceux de Star Wars. Ouf, c'est pas les pires, mais. Après ceux de Microsoft. Si tu prends la pop culture en général, il y a pire. Sur des communautés de jeux vidéo, il y a des mecs qui. Les fans de Julien Chiez aussi. Je crois que ceux-là, c'est les pires. Ceux-là, en fait, c'est les pires, mais je les comprends pas. Peut-être Sardoche aussi, peut-être. Je pourrais faire des 1000 en fait. Mais les fandoms, les communautés très extrêmes, c'est un truc qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux aussi. Ça, avec les fans d'Harry Potter et tout ça, les fans d'Harry Potter, c'est quand même les plus sympas. C'est plus les moins relous. Les moins relous, mais ceux de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, des fois, il y a des moments, quand je parle avec eux, les plus chiants, hein. Je parle pas de toi, lui. Hein. T'inquiète. Enfin. Toi, t'es un pote. Toi, t'es un pote. Non, mais c'est surtout sur Internet et tout, c'est toujours la condescendance des casse-couilles un petit peu. Donc ça, tu vois, il y a ce côté, en fait, si tu veux, généralement, c'est un peu aussi que tu retrouves ça dans le cinéma, dans les cinéphiles, ceux qui aiment les films des années 80, ceux qui glorifient les années 80. C'était mieux avant, et il y a de ça un petit peu dans les fans des Seigneurs des Anneaux que je retrouve un peu. Et qui a tendance à me casser les couilles. Déjà, un truc que je suis pas trop fan. En plus, tu me dis, ouais, mais tu comprends, ta gueule. Ou c'était mieux dans le livre. Ouais, je m'en bats les couilles, mec. Moi, j'aime le cinéma, j'aime pas la littérature, c'est un choix, tu vois. Donc, tu viens pas me faire chier avec ton livre. Juste sur le point que tu dis. En effet, il y a un point où je rejoins certaines personnes pour c'était mieux avant pour les fans de Seigneur des Anneaux. C'est ce côté destruction au numérique de ce qui ont été fait pour le Hobbit. Et moi, genre, le Hobbit, il a apporté tellement de numérique que ça a explosé l'univers, en fait. Ça, tu vois, limite. C'est ce que j'aimais, c'est de l'effort. Ça, je l'enlève. Dans les décors et les costumes. Ouais. Non, bah oui, c'est la différence. C'est le noir et le blanc. Ouais. Mais justement, ça, je l'enlève de l'équation. Non, c'est surtout, en fait, vraiment l'univers Heroic Fantasy, moi, qui m'aide pas beaucoup.
les fans un peu extrêmes, ouais, qui, à chaque fois que je leur parle, j'ai envie de partir. Le truc, c'est que c'est surtout le côté, comment dire, un peu christianique, un petit peu du Heroic Fantasy. C'est très blanc ou noir, manichéen, je vais dire. Manichéen. Il y a pas de gris. En fait, à part dans la version longue, où t'as avec l'histoire des frères et le père, qui apporte un petit peu quand même de nuances pour les héros. Ouais, dans la version longue, on retrouve ça, donc, mais c'est très peu, et je trouve ça un peu chiant, parce que tu sais la fin. Enfin, bien sûr, tu sais que il va réussir, même si c'est un film d'exposition, tu comprends comment ça va finir. Et bon, ce qu'on dit, c'est pas le plus beau, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est le voyage. Et le voyage est vrai, est beau, mais pas palpitant. C'est beau, mais c'est loin. Et ça se témoigne par pas mal de choses. Effectivement, les acteurs, bon, ils sont pas tous au même niveau. Le casting est bon, je trouve, parce que même Orlando Bloom, que je trouve vraiment à chier, comme acteur. En elfe un peu niais, il est bien. Et il marche bien. En même temps, il a pas grand chose à faire, quoi. Ouais, déjà, il apparaît pas beaucoup. Juste à faire le con. Non, mais c'est le débat qu'on a très souvent. C'est y a le plaisir et l'objectif. Ouais, voilà. La raison et le cœur. On est obligé de dire que effectivement, oui, c'est techniquement oufissime, et au niveau de l'univers, c'est oufissime. Après, un film, c'est un objet de plaisir. Mais tu vois, c'est ça, c'est un objet de loisir, c'est un objet de chouette. Donc en fait, il faut que ça te fasse. Et pour que ta note elle soit honnête, je pense, il faut que ça t'ait fait ressentir quelque chose, quoi. Et si ça te fait pas ressentir, ça te fait pas ressentir. David Lynch, c'est, si tu veux, techniquement très très bien. Ça fait pas ressentir des trucs à des gens autour de cette table. On ne sait pas qui. Moi, je trouve que c'est un magnifique cache-cache. Puis voilà. Chacun était touché différemment. Non, mais tu vois, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est incroyable. Pour toi, c'est pas. Suis ton cœur. Je vais suivre. Follow my follow heart. your own path. What's your heart say? Ouais, what my heart say, like you said, ok, cool, yes. Oh putain, la passion. Putain, ouais, si je mettais 7, c'est la note que j'ai foutue à Starship Troopers. Mais oui, c'est pour ça, parce que je crois que j'ai mis 7 aussi. C'est pour ça que j'ai mis en tout. Ah, mais non, je suis con, j'ai mis 9. Non, c'est toi qui as mis 7 à Starship Troopers. Moi, le 7, c'est Matrix. Moi, j'avais mis quoi à 7? Oh, mec, Matrix, c'est mieux, quoi. Enfin, je préfère. Attention, on dit pas franchement, j'étais très médisant. J'ai pas. Non. Désolé. Franchement, Matrix, c'est mieux. En fait, je vais prendre Matrix en comparaison. C'est vrai qu'en fait, les deux ont apporté quelque chose. Ouais. Donc, déjà, de base, moi, tu peux pas leur chier dessus. Je trouve que c'est très, très équivalent. Enfin, tu vois, tu peux vraiment les mettre en comparaison. J'ai pas piloté Matrix, moi, j'étais pas là. Objectivement, j'aime beaucoup Matrix. À une époque. Moi, je trouve que, tu vois, dans deux styles différents, mais en fait. Et du coup, en parlant d'exposition, je trouve que Matrix expose de manière plus ludique que Seigneur des Anneaux. Exact. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Parce en termes de film d'exposition, quoi. Je suis d'accord. Mais après, il avait moins de matière à exposer. Ouais, puis c'est pas le même univers, donc il peut pas se passer, tu vois. Puis il avait moins de trucs à dire aussi, toi. C'était moins complexe. Après, Matrix, par rapport au Seigneur des Anneaux, si tu mets en parallèle, Matrix s'est cassé la gueule. Alors que Seigneur des Anneaux n'a fait que grimper Matrix, pour atteindre que je me trompe pas, c'est pas tiré d'une histoire écrite déjà. Non, mais c'est une grosse adaptation de manga en gros, quoi. Ouais. C'est le mec, ils ont fait jeux vidéo, manga, allez. Ouais, mais c'est lui qui a dit je vais faire un petit bloubi-boulga de ce que j'ai envie, et qui a créé son truc, tu vois. Donc là, quand même, il devait suivre une ligne directrice. Ouais. Je vais mettre 7 sur 10. Allez. Yes. Voilà, tout ça pour ça. 15 minutes de je sais pas. Du coup, mais le film méritait qu'on. Puis les fans, c'est des connards. Non, mais voilà. Non, 7 sur 10, je vais mettre. Donc ça va nous faire, on va regarder la moyenne. Mais à force de noter des films comme ça, plus ça va, plus je me dis que je n'ai aucune idée d'un film à qui je pourrais mettre 10 ou 9. Vraiment. C'est vraiment P2 qui m'ouvre les yeux sur lesquels mettre à 10. C'est un stade atteint. Ouais, voilà, c'est ça. Un palier. Il faut qu'il y ait un gros investissement de moi, et en plus une qualité qui objectivement est là, quoi. Toi, t'avais mis Mulholland Drive à 10, c'est ça? Et ce que je peux comprendre, parce que Pulp Fiction aussi, je crois que j'ai mis 10. Oui, t'as mis 10 aussi. Alors, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, 8 sur 10 au total, la rédac de Retour vers le Turfu. Et il se place 4ème directement dans le classement. Entre Fight Club 3ème, qui était à 8,1, et Matrix, qui était à 7,8. Ah merde. Propre. Oh la déception. Ah bah non, mais... De goût personnel, j'aurais préféré Matrix au-dessus. Après, pour moi, ça les mérite. Il y avait deux jantes monsieur qui ont mis 10, et c'est leur choix. Oui, non, mais j'ai dit, ça les mérite.
Ouais. Mais non, mais après, moi, Voilà. C'est pas comme si c'était Star Wars 2 qui était là, quoi. Je serais étonné de voir où serait placé le 3, par contre. C'est un 3 qui était le summum de. C'est ce qu'on verra dans un prochain épisode de Retour vers le Turfu. Lord of the Rings, la communauté de l'anneau, donc 4e de ce classement entre Fight Club et Matrix. C'est parti pour le courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier des Durandos. Et là, comme on avait prévu, là on a eu du courrier. Hein, il y en a eu plus que pour l'amour. L'amour est dans le pré. Ouais, je pense qu'on aurait eu plus de courrier pour l'amour est dans le pré que le bonheur est dans le pré, tu vois. À la limite, si on avait voulu perdre du temps et faire un retour vers le turfu sur une émission de télé, la limite, on aurait peut-être eu un peu plus de monde. Et on ne fera jamais ça. Et on ne fera jamais ça. Surtout pas sur l'amour est dans le pré. Et c'est probablement une très bonne chose. Et ouais, exactement. Donc on a une critique de Benji Magie. Encore une fois, Benjamin. Notre fameux. Notre auditeur suisse. Alors, bonjour l'équipe. Je viens de finir d'écouter votre épisode 37. Excellent comme d'habitude. J'ai entendu que vous alliez attaquer la trilogie du Seigneur des Anneaux. Quel calvaire. Personnellement, c'est un mauvais souvenir. J'ai vu au moins les 2 derniers au cinéma, le probablement à la télévision. Pour la référence, j'avais 11 ans en 2001 et 13 ans en 2003. Pardon. Ouais, c'est chaud. Il avait la même Twingo magique que nous, tu vois. Certains pensent que j'étais trop jeune pour apprécier, je voulais juger. Il a dû creuser un fan encore. Je me souviens d'une histoire très complexe, évoluant dans un univers également trop complexe, 10 milliers de personnages, de quêtes parallèles, d'histoires de fond hyper développées, tout ça pour une quête qui se résume en machin à trouver un anneau qui fait du mal et du coup, il va le détruire. N'étant déjà pas amateur du genre fantastique, ni des univers médiévaux, en soi, c'était mal barré. Les histoires de fées et pouvoirs magiques, j'aime pas ça. Ce que je retiens par-dessus tout, c'est que le film tire beaucoup trop en longueur. C'est vrai que pour avoir essayé de lire le premier bouquin, on comprend mieux d'où ça vient. Mais c'en était à un tel point que je me souviens d'avoir croisé le regard désespéré de mon père assis sur le siège d'à côté entre la 3e et la 4e fin du dernier film. On n'en pouvait plus, on voulait sortir de la salle. Dans les bons points, je note la présence de Ian McKellen qui joue Gandalf, super acteur et grande personnalité. Il y a aussi Christopher Lee, mais depuis que je l'ai vu rebondir partout dans un combat de Star Wars, j'ai perdu confiance en lui. Ils sont en tout cas meilleurs que l'acteur principal Elijah Wood, qui restera jamais pour moi le gamin dans Deep Impact. Mais si tu sais, celui qui s'est enfui en moto avec sa meuf de 12 ans. Et bon, ça a permis de créer tout un tas de références dans la culture populaire qui n'utilisent pas l'expression mon précieux en imitant plus ou moins bien Gollum. Moi, ça, on en a pas parlé parce qu'il n'était pas dans le film. Bref, je pourrais dire autour de moi que oui, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux une fois dans ma vie, mais en qu'une envie de m'y remettre. Désolé pour les éventuels fans autour de la table. Merci pour votre attention et à la prochaine, Benji. Merci, Benji. Merci, ne sois pas Benji. désolé, ne sois pas désolé. Si, sois-le. De toute façon, tu pourrais dire ce que tu veux de n'importe quel film, même que David Lynch, c'est bien, on t'aimerait quand même, Benji. C'est beau, putain, ça c'est une belle déclaration. Par contre, si tu dis que Viggo Mortensen... C'est un gros con, là t'es mort. Un peu moins. Alors, là, on a une auditrice qui nous envoie un courrier, et là, c'est de l'autre côté de la barrière, c'est plutôt fan du Seigneur des Anneaux. C'est qui l'auditrice? Alors, ça s'appelle Elodie. Est-ce que ce serait pas la première auditrice à nous envoyer un courrier? Exactement. Merci. Allez, champagne. Salut, retour vers le Turfu. J'ai découvert votre podcast récemment grâce à Giga Music et j'apprécie toujours vous écouter et le concept est vraiment, vraiment cool. Et meilleur nom de rubrique, bien sûr, je hurle de rire à chaque fois que j'entends le single du courrier des Durandos. Yes! C'est enfin, quelqu'un non, mais c'est un talent, c'est autosuçage de pénis. C'est chaud. Hein. Je pense que personne n'a eu la même idée que moi. L'autofellation. Arrête. D'ailleurs, je m'appelle Luc Le Goynec, vous savez pas où. France Inter, si vous voulez, je suis là. Et c'est parti pour le mail de Tolkieniste chiante. Concernant la communauté de l'anneau, j'ai vu le film en version cinéma à 14 ans, quelques années après avoir vu les livres pour la première fois et quelques années après d'être devenu une Tolkieniste acharnée. Le premier visionnage m'avait laissé un mauvais souvenir parce que j'étais ado. Voilà, ça justifie tout. Parce que j'étais relou et parce que je trouvais l'adaptation ratée. J'ai ensuite vu la version longue à 19 ans et j'ai nuancé mon avis. La version longue permet beaucoup plus de se poser des enjeux et les personnages et le travail d'adaptation s'en ressent. Presque 10 ans plus tard, je peine encore à avoir un avis vraiment apaisé sur le sujet. Je peux ruminer contre l'humour gras de Peter Jackson et ses choix douteux, du genre la tronche des elfes et des choses qu'on trouvera dans les épisodes suivants.
tout en ressassant l'échec absolu que fut le Hobbit. On en parlait aussi un peu plus tôt. Je peux aussi souligner tous les excellents points de ce film, point de départ d'une trilogie qui a quand même permis un nouvel engouement pour le fantasy. Pour le pire, Eragon, mais surtout le meilleur en faisant découvrir et aimer Tolkien et la fantasy à tout plein de personnes. Ça, c'est vrai. Ça a vraiment popularisé la fantasy pour les gamins des années 2000. J'aurais tendance à dire que La Communauté de l'Anneau est le film le plus fidèle à l'esprit des livres, qui reste quand même très mélancolique. Celui d'un monde qui s'éteint, et parmi les autres points forts du film, que dire, le casting presque parfait, avec Ian McKellen, Christopher Lee, Cate Blanchett, Sean Bean. Casting qui aurait été parfait avec David Bowie en Elrond. Ça, c'est vrai. Alors, Elrond, c'est qui? C'est le chef des elfes? C'est le chef des elfes. Ouais, David Bowie, ça aurait trop fait avec la classe. Ouais. Comme ce fut un temps envisagé. La musique de Howard Shore, qui fait partie intégrante de l'identité du film et de son succès. Une excellente partition désormais classique, les moments forts du film, la mort de Gandalf, la mort de Boromir, dont l'interprétation de Sean Bean qui m'a fait apprécier le personnage, la comté, qui est parfaite et qui s'approche au plus près de ce que pouvait envisager Tolkien. La direction artistique et tout le travail des accessoiristes et costumiers, et pour cela, j'apprécie ce film. J'en vois toujours les défauts, mais j'ai vraiment appris à l'apprécier pour tout ce qu'il est, et toutes ses qualités. Bien sûr, si j'avais des talents de mise en scène et d'écriture, ainsi qu'un budget conséquent, mon adaptation du Seigneur des Anneaux serait très différente de celle de Jackson. Elle serait contemplative, chiante, comme le livre, avec Aragorn, moi ça c'est moi qui ai dit, hein. Avec Aragorn qui regarde le vide et qui dit des poèmes tristes en murmurant. On trouve tout ceci dans une scène de la version longue d'ailleurs, qui permet d'approfondir et de mieux caractériser son personnage. Chaque film est perfectible dans l'œil du spectateur, je ne pense pas que La Communauté de l'Anneau soit un chef-d'œuvre cinématographique, mais il reste pour moi un bon film. Une adaptation honnête, malgré la volonté de transformer Arwen en guerrière, parce que selon les scénaristes, elle représente la vision passéiste de Tolkien et de la femme. On en parlait un petit peu avec ce que tu disais, que ça a été écrit à une certaine époque. Ce qui est totalement erroné. Une œuvre monumentale, le blockbuster classique du début des années 2000, comme beaucoup de blockbusters qui sont sortis début des années 2000 qui étaient complètement maboules. La Communauté de l'Anneau est le point de départ d'une trilogie qui a marqué le paysage pop culturel des 20 dernières années. Et j'ai hâte de voir ce que va donner la nouvelle adaptation de Tolkien, qui devrait arriver d'ici 2 ans. Il a été annoncé qu'elle sera sur la 2e âge, avant même la fondation de Minas Tirith. Pas sur la jeunesse d'Aragorn comme les rumeurs le laissaient penser. Je vois pas du tout de quand elle parle. Je sais que c'est avant. C'est tout. En ce qui concerne, j'attends avec impatience de voir le résultat. On sort de personnages bien connus du grand public pour aller vers un pan plus méconnu de l'œuvre de Tolkien. Cette adaptation en série va-t-elle prolonger l'héritage des films de Jackson? Va-t-elle renouveler les attentes en matière de fantasy à l'écran? Peut-on rêver d'une sitcom sur Sauron à Numénor? Ça, c'est une blague. Voilà, c'est private joke. Ça, c'est pas mal. En vrai, c'est une bonne blague. Pour ceux qui ont les livres. Pour ceux qui ont les rêves. Mais moi, je trouve ça drôle, sitcom. Ouais, oui, c'est ce que je dis, c'est une bonne blague. Pas forcément besoin de lire les livres. Alors, vous mettrez combien sur cette blague? Non, on note pas les blagues. On note pas les blagues, c'est vrai. Au plaisir d'écouter bientôt l'épisode. Elodie. Merci, moi, Elodie. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit vraiment quand on parle vraiment du film. Ouais, je trouve parce que c'est là, c'est objectif. Quand elle parle des romans et tout ça, je peux pas dire. Mais je suis assez d'accord avec son avis sur les films. Toi, genre c'est des grands films, mais ça nous a pas touché quoi. C'est une critique en top tendance sur Allociné quoi. Ouais, mais alors c'est une critique qui est super bien écrite. Parce que c'est un plaisir à lire. Moi je trouve, non, puis moi je trouve que c'est agréable et. Merci Elodie. Merci, Elodie. Merci. Bien sûr, Twitter, toujours son lot de critiques cinéphiles. Ce qui est bien, c'est que c'est pas plus de 148 caractères. Mais voilà, c'est là où j'ai du mal à lire, parce que des fois, à un moment, les mecs, ils font des tournures de phrases qui sont un peu chiantes à mettre dans le sens, quoi. Alors là, on a Loïc at Two Wings to Fly. La version longue permet de mieux comprendre, surtout pour des néophytes, et c'est encore mieux au cinéma. C'était simple, efficace. Tu peux témoigner ou pas? Oui, regardez avec Louis. En 4K. On peut vous le prêter. Louis. On veut vous le prêter. Il devrait être inclus dans les coffrets collector. Alors, on va lancer le propre édition collector du Seigneur des Anneaux avec un Louis intégré. Putain, c'est bon, j'ai enfin trouvé ma carrière. Le nouveau modèle. Non, mais c'est vrai. On peut vous organiser des séances de Skype si vraiment vous êtes trop loin. Commentaires audio et tout, c'est trop bien. Envoyez un mail à RTT. En bonus. En bonus. Mais en bonus. Alors là, on a Bébert. On reprend ses esprits, s'il vous plaît. On a Bébert at Bébert Freaks. La première fois que j'ai vu, c'était en VHS et je m'étais endormi au conseil d'Elrond. Après la création de la communauté, je n'ai point fermé l'œil tellement j'étais happé par cette saga et la version longue rajoute tellement de bonnes choses. Bref, un super film à voir. Stéphane Fanguin at As Fanguin, Marie et Pipin.
vais y arriver. Pipi par la tête, je me demandais. Putain de merde. tous d'accord. Je l'aime pas, Pipa. Toute mère, c'est un connard, donc on s'en Je me fout. disais, du coup, il parle là, Ne servent à rien. Gandalf, le magicien qui ne fait pas de magie. Le Legolas n'est là que pour faire de la belle citation sans intérêt. Et tout ça parce que les aigles ne voulaient pas faire le boulot. Sinon, j'aime bien la trilogie. XPTDR. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Elle est clash. Bah, les aigles, ils sont peut-être syndiqués. Louis, ça va, t'es encore vivant. Non, mais arrêtez de croire que je suis content. Louis, il bouillonne. Il est en train d'exploser la table. Il s'acharne sur un bout de pâte à fixe. Putain de fils de merde. Non, mais tu vas bien. Salaud d'auditeur. Non, mais c'est bon. Alors, SF Théorie, SF-du-bas Théorie, nous dit « Je pense que tout le monde s'est pris une claque dans les mines de la Moria. » Et puis la mort de Sean Bean. C'est vrai que la mort de Sean Bean était quand même assez incroyable. Une direction artistique juste incroyable et le casting juste parfait. On ne pourra pas faire mieux. Et là, bien sûr, je l'ai pas oublié. Arthur Froment. Frofro. Yeah. Alors Frofro nous écrit sur Twitter passer de Brendan à Tolkien, c'est comme passer un brevet de secourisme vers l'inconnu d'un grand nom de la fantasy. Qu'on a tout entendu son nom dans la bibliothèque du collège. Pourtant, malgré un début pantouflard pour moi, le feu d'artifice explose quand on mesure le tout. Le souffle épique y prendra tout son sens quant à l'ambition incroyable derrière le génie de Peter. Comme en communion vers un être de lumière en transposant mot pour mot les pensées de Tolkien, et son investissement prend sens quant à l'avance épique jusqu'à la dernière scène. Jusqu'à l'avancée épique, pardon. Si je devais résumer mon émotion provoquée au cinéma en cumulant séance de l'époque et marathon version longue, j'en aurais pour 5 heures. Alors je vous dirais ceci plutôt, éblouissant, telle une recette de phare breton conçue par sa tendre maman. Poétique. Il sait nous parler quand même. Il sait utiliser les mots pour nous, quoi. Il sait parler au breton. Quand même. Il nous caresse dans le sens du poil, là. Et Instagram, bien sûr, aussi à droit à ses critiques de cinéphiles. Grand Poil, qu'on a eu au mois de septembre. Coucou. Bisous Grand Poil. Coucou Grand Poil. Yes. Je ne vois qu'un chef-d'œuvre d'un réal qui a eu les couilles de s'attaquer à un monument de la littérature et de la marche à pied. Quoi? Merci Grand Poil. Bon. Très très bon. C'est ouais, pas mal. Là, la vanne Décathlon, c'est bien. Et Christelle Cozy. Sur Instagram. C'est qui Madame Cozy. Madame Cozy. Dois-je vraiment donner mon avis bordel de cul? On l'attend toujours. Super. On lui fait un bisou. On lui fait un bisou. Quand même. Non. Elle a mis 9 à Star Wars 2. Je sais que t'as des problèmes avec ta belle-sœur, mais il va falloir les régler au bout d'un moment. Pas tant qu'elle aurait ça. Toujours 9 sur Star Wars 2. Putain, mais même mon mariage, tu vas me casser les couilles avec ça. Alors, je me souviens toujours du jour où elle a mis 9. Franchement, frérot, t'as pas pris la bonne. Alors, j'avais posé une question à nos auditeurs. Une question, ma foi, sortie vraiment. C'était un brainstorming du turfu. Hein. C'était chaud. C'est pour ça que je m'allais à la tête d'ailleurs. C'était tellement dingue. Quelle est pour vous la meilleure adaptation d'un livre, jeu vidéo au cinéma? Ou n'importe quoi d'ailleurs. Vous pouvez prendre comme ça. Une adaptation, on prend. On prend. C'est pas compliqué ici. En France, c'est pas chier. Alors. D'ailleurs, tu t'es pas fait chier pour la question. Non plus, d'ailleurs. D'ailleurs, je me fais même pas chier pour le podcast. Ça, je dis rien. Ah, que dalle. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Faut savoir. Hein. Oui. Ouais. Allez, on y va. Mercure, @SkySurfer, Scott Pilgrim vs The World, sans hésiter. Ah oui, Adaptation c'est DVD. vrai. Et La Planète des Singes. Non, pas mais Tim lequel Burton et pas les derniers, mais la version de 68. Avec Charlton Heston. Je n'ai pas vu trop. Ah, mec, elle est dingue. Ouais. Elle est ouf. Et le livre, d'ailleurs, c'est un livre d'un Français, Pierre Boulle. Et le livre, La Planète des Singes, vous aimez pas la littérature, lisez-le, parce qu'il est super simple à lire. Ok. Non, parce que je l'ai lu, en fait. C'est un des seuls livres. Est-ce qu'il y a des images à l'intérieur? Ouais, bah non, je l'ai pas. Est-ce qu'il y a des images à l'intérieur? Ouais, c'est une BD que tu veux, en fait. Alors, attention, on a un humoriste. Accrochez-vous. Accrochez-vous à vos sièges. T'es prêt? L'évolution. Exactement. Christelle Cossy, non? Non, le pseudo, c'est Yo. De @Yohan060. Il doit devenir la Picardie, lui. Alors, Monsieur Bellou, Monsieur Bellou. Postal de UV Ball. Alors attends, je crois que parce qu'il y a dû y avoir un problème de compréhension entre meilleure adaptation et film de merde. Mais après, si le jeu vidéo était de la merde, faire un film de merde, du coup, c'est bien adapté le jeu vidéo. Là, tu peux mettre sur Dead or Alive aussi un petit peu la même critique. Ouais. L'Ours Martin, @Ours Martin. Le film Le Nom de la Rose, adapté du roman. Donc, avec James Bond là. Ouais, je connais. Richard Gere, c'est ça. Elle est fatiguée, Elsa. C'est pas grave, t'inquiète. Et c'est vrai qu'il est bien ce film.
Ah, il est génial. Surtout à la fin, ça arrive. Il est génial. Mais d'ailleurs, il y a de la série qui est en ce moment, ils en refont une série, adaptée du roman, qui est sur OCS, une production originale OCS. Bon, je fais pas de la pub à OCS parce qu'ils ont un lecteur de merde sur PS4. Benji Magie, encore lui, de retour. Toujours là. Misery, qui est le roman pas, de ouais. Stephen King, qui a été adapté par Rob Reiner. Ouais, mais elle est bien faite. Elle est dingue. Ouais. Elle est même mieux que la nouvelle. Misery, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire d'un romancier qui a un accident et qui se retrouve dans un lit d'hôpital au début, c'est ce qu'il pense. Sauf que en fait, il est hébergé par une turbo maboule. C'est une infirmière. Ouais. Mais qui est fan du roman. Il écrit une sorte de soap, tu vois, genre pété, tu vois, genre Ça me un fait Marc peur Lévy, rien tu d'en vois. parler. Ah. Et en fait, du coup, elle Le kidnappe, en gros, quoi. elle le séquestre pour qu'elle écrive la bonne fin parce qu'il voulait faire tuer ce personnage, ça le saoulait, tu vois. Et elle voulait continuer à avoir des histoires. Et du coup, elle le séquestre et vu qu'il est blessé, etc. Tu vois, Ça me c'est fait un peur truc. rien d'en Et parler. c'est de comment il va réussir à s'échapper de cette saison. Mais il Ouais. est génial. Un super C'est film. une super nouvelle et le film est encore mieux. Et le choix de l'actrice, il est mais tellement dingue. Enfin, c'est exactement. Enfin, pour moi, c'est exactement comme ça que je l'imagine en plus. Donc c'est Une vieille fille, quoi. Ouais. Bébert, toujours lui. Les films qui me viennent en tête sont Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, Scott Pilgrim, et ainsi que les 2 premiers Harry Potter. Les 2 premiers, malgré les libertés prises sur les livres, sont de très très bons films pour moi. Les autres aussi, car je les trouve fidèles aux matériaux de base. Elsa. Elsa. Ça va aller, Elsa. Non, mais reste c'est avec pas nous. grave, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est pour quelle raison t'es pas d'accord? Bah, pour moi, Harry Potter, ça a été. Alors, 1, 2. Non, 1, 2. Je. 1. 1, Non, 2, le 3. 1. Le 1. 0. Non, mais Bon, le quatre. 1, je veux bien entendre que c'est une adaptation. Elle est pas ouf, mais elle est pas catastrophique. À partir du 2, ils ont gardé tout ce qui était un peu cinématographique. Et en fait, toute l'histoire, tout le fond, tout le background des personnages, tout le fond un peu plus intéressant de Harry Potter, toute la tu vois, la petite partie un peu politique, tout ça, Ouais. bah, ils ont tout laissé. Le Prince de sang... non mais, test, hein. Le Prince de sang mêlé, qui est quand même le titre du film, du 4, non, 5. On n'a pas de prince de sang mêlé. 6. Mais en fait, juste à la fin, t'as Severus qui arrive et qui dit « Bonjour, c'est moi ». Ah, c'est lui En fait... J'avais rien compris, moi. Non mais voilà. Non mais c'est genre moi à partir du 3 je comprends plus rien au film de Exemple parfait que c'est une hyper mauvaise adaptation. Non c'est vrai c'est fun fact aussi, je l'ai vu je crois que j'ai vu le film 5 ou 6 fois en fait, je suis pas sûr. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de pas l'avoir vu et du coup, je me dis mais je l'ai pas vu. Et après je revois le film, je Mais fais parce ah que si, je l'ai vu. Alors Et c'est de des la merde. mauvais films, c'est des enfin pour moi c'est un mauvais film dans Le le 6, sens moi, où je parle uniquement du 6. Mais non mais le 6 et le dernier aussi. Et le Ouais, 4, aussi, je suis ouais. désolée, le 4 il est encore à peu près sympa à regarder parce que bah c'est divertissant, il y a des dragons, il y a une tu vois, il y a une histoire enfin je sais pas comment dire mais il y a une autre histoire en plus de l'histoire de fond d'Harry Potter. Mais sauf qu'en fait dans les derniers volets, c'est là où toute l'histoire de fond qui a été amenée depuis les premiers tomes et en fait c'est des toutes petites choses que tu comprends au fur et à mesure. Mais tu les comprends pas au fur et à mesure des films hein. Mais oui parce que ces gros cons, ils ont coupé partout là où il fallait pas couper et donc à la fin forcément tu comprends plus rien. Voilà, bref, on n'est pas d'accord. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des fandoms, tu vois, un peu vénère. Je pensais qu'Harry Potter, il n'y en avait pas. Ah, c'était ça le regard tout à l'heure. Si, je suis un peu, je suis un peu chaude sur l'histoire. Mais non, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi, c'est les Harry Potter, je les ai lus et relus, et vraiment depuis très très jeune. Et c'est un. Tu t'es senti trahi. Ah ouais, mais. Et non, et puis même, enfin, tu vois. Si tu veux, on peut faire un procès à la Warner. On arrive, on pose nos valises, on fait, vas-y, on fait un procès. Mais non, mais exemple Ouais. typique d'une adaptation qui est ratée, c'est que bah, Pezzo, il a pas compris. Et tu vois, et je pense que c'est le cas de. Bon, après, c'est pas Eragon non plus, ça va. Hein. Je sais pas, j'ai pas lu Aragorn, j'ai pas vu Aragorn. Lu Eragon. Même étant gamin, ça m'a choqué le film. Machin truc 76, Tomb Raider, j'adore ce film. Ah, c'est une blague, il déconne. Non, blague à part, pour moi, le seul film sorti au cinéma qui a réussi à parler de JV qui s'en inspire, sans en faire trop, ce n'est pas une licence. C'est Les Mondes de Ralph. Ah. C'est vrai. J'ai un peu vu. C'est la plus charmante. Mais d'où c'est une adaptation? C'est le gros truc qui. C'est pas une adaptation. C'est en gros, c'est comme Matrix. C'est une culture qui passe dans un film. En gros, Ouais, ils ça sont va. ils sont réinterprétés une forme de culture
Matrix c'était les animés, les jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai que t'avais dit dans la question, ça pouvait être aussi les jeux vidéo. C'est un des rares films de jeux vidéo, j'ai pas l'impression de m'être fait violer les cerveaux à la fin. C'est un bon film, franchement, je l'ai vu il y a pas trop longtemps et j'ai passé un bon moment. C'est un bon film d'animation, oui. Mais je pense qu'on a fait le tour. Après, il y avait la première réponse en fait à cette question m'a fait extrêmement rire. Ça vient de @Wonderso. Elle me dit en fait, mais ça aurait été pas plus facile de répondre sur les pires. Ouais, c'est vrai. Dragon Ball Evolution 20 fois. Ouais, incroyable. Ouais. Et il y avait Adapte-moi si tu peux, justement, qui est un podcast. J'en avais parlé dans La Virgule, qui est un podcast qui parle des adaptations de livres au ciné et en série, parce que le dernier épisode était sur Handmaid's Tale, qui est une excellente série, je vous conseille. Ouais. Et un très bon bouquin. Et du coup, en fait, effectivement, pour elle, la question, enfin, elle est compliquée parce que c'est son podcast, en fait, en gros, quoi, parce qu'elle passe son temps à faire ça et à comparer justement les adaptations. Et justement, je vous conseille de l'écouter, Adapte-moi si tu peux. Hein, c'était pour la petite encore. Du coup, c'est quoi sa réponse? Elle en a pas mis. Elle reste pro. C'est comme nous, le meilleur film de tous les temps. On sait pas. C'est pas encore. C'est tout pour le coup des Durandos. On va pouvoir maintenant passer au Rocco. Toi aussi tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimaux. Tire l'oreille. Retour vers le turfu, c'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Et Vivien, à toi. C'est vrai. Ok. Je vais vous parler d'un manga. Pas what the fuck, pas de gens qui pilotent des robots avec le cul. C'est formidable. Parce que déjà, c'est un manga et pas un animé. Je vais vous parler de Gantz, enfin même s'il y a eu des animés, mais bon, bref. Il y a des films aussi. Et des films. Gantz de Hiroya Oku. Alors, Gantz, c'est un de mes plus gros coup de cœur en termes de littérature des 10 dernières années, je pense. C'est donc déjà, posé le bas, c'est un seinen. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un seinen, c'est en gros un manga un peu plus mature, quoi. C'est avec du mystère, un peu plus de violence, c'est plus sombre et plus complexe dans l'univers en général que le shonen de base. Donc qui est le manga style One Piece, Bleach, etc. Donc pour un résumé, l'histoire démarre sur deux adolescents japonais qui meurt écrasé par un train en sauvant un ivrogne tombé sur la voie. Voilà, donc c'est le fun. Et quelques instants plus tard, en fait, ils sont réincarnés quelque part. On sait pas trop, ils sont dans une pièce, en fait, où ils peuvent pas sortir. Les fenêtres on peut pas ouvrir, les portes on peut pas l'ouvrir. Il y a des gens qui sont en combinaison noire autour d'eux, ils les connaissent pas. Et donc ils sont tous les deux là, ils viennent de... Exactement. Et donc en fait, le truc, c'est qu'il y a au milieu de la pièce, il y a une boule noire, une grosse boule noire. Et elle leur donne pour consigne d'aller buter quelqu'un. C'est un alien, un espèce de truc qui ressemble à rien, quoi. Et elle leur dit, vous devez aller buter cette personne. Les mecs, ils savent pas pourquoi, etc. Au début, ils disent non, etc. Il leur dit, c'est simple, de toute façon, la boule, elle leur explique, c'est moi qui vous ai ressuscité. Si vous faites pas ce que je vous dis, vous mourrez. Vous avez tant de temps pour le faire. Si vous le faites pas, vous mourrez. Si vous mourrez, vous mourrez, etc. Enfin bref, il pose des règles, en fait, comme un jeu. Et donc l'histoire après, elle s'avance. Il y a pas mal de mystères qui se tissent puis qui se détissent au fur et à mesure du récit. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que le rythme est vraiment, c'est très très bien rythmé et tout. En fait, c'est pas des mystères en mode, je sais pas comment dire, mais tu sais, des trucs mal foutus où tu comprends pas parce que l'histoire l'explique pas ou quoi. C'est juste en fait le mec il te dit des choses et il te les dit pas entièrement et il te laisse le découvrir au même rythme que les personnages, qui au final se font la main au fur et à mesure que l'histoire avance. Et il y a sur la fin, il y a une espèce de genre l'histoire elle vire d'un coup à toute fin sans vous spoiler ni rien. Et c'est genre c'est ouf, tu t'y attends trop pas. Et bref, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais jamais finir, mais on s'attache énormément aux personnages, multiples personnages qu'il y a. C'est une putain d'histoire et honnêtement, c'est un scénario qui est relativement original. C'est un putain de manga et il y en a peu dans son genre. Voilà. Ok, bon écoute, toi tu m'as vendu. Gantz. Et l'auteur, c'est quoi? Hiroya Oku. Ok, ça marche. Pezzo. Alors, moi je vais parler de... alors, excusez mon japonais. Masayoshi Takanaka.
Takanaka. Oui, c'est ça. Avec un album qui s'appelle Insatiable Height, qui est sorti en 1977. Donc, qui est Masayoshi Nagaka? Donc, c'est un super guitariste japonais que j'ai découvert très récemment. Ouais. Il a fait des trucs un peu trop 80 dans les années 80, donc tout n'est pas bon. Enfin, tout n'est pas à mon goût, pardon. Et l'album justement dont je vous parle est juste magnifique. C'est de la funk soul, vraiment très 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 quali. Il arrive à faire des belles atmosphères, vraiment jazzy, vraiment posées. Il y a un côté un peu rythmé sur certaines chansons, d'autres qui sont vraiment, pour le coup, presque balades. Et ça vaut le détour. Là, dans le fond, on écoute du coup le titre Malibu, qui est magnifique. Et qui... alors, je suspecte qu'il a été repris par Method Man dans un de ses titres, qui a été ressemblé dans un titre de hip-hop. Mais je ne suis pas sûr que ça me dit quelque chose, petit riff de violon. Ok. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Donc je vous conseille très vivement d'écouter cet album. C'est pas dispo sur Deezer parce qu'ils ont pas. Sur Spotify, non? J'ai pas Spotify. C'est sur YouTube, il est upload. Et sinon, les vinyles ils sont pas trop chers. Ouais, tu le conseilles à quel type de zikos? Bon, les mecs aiment bien le jazz funk, quoi. Ok, ça marche. Non, mais c'est tout instrumental et tout ça, donc j'ai pas envie de catégoriser et tout ça, mais faut déjà bien aimer la musique, quoi. Si t'écoutes du Jul, tu vas pas spécialement être touché. Non, mais enfin voilà, c'est vraiment c'est un truc posé, voilà. Ça marche. Rappelle-moi l'artiste. Bâtard. Masayoshi Takanaka et l'album c'est Insatiable Height. Ok, c'est un peu mieux, c'est bien. Merci Pezzo. Elsa. Oui, j'ai deux petites recos. La première, c'est un film qui est totalement dans la thématique de ce soir, je ne le savais pas, qui est une adaptation d'un livre de Stephen King qui s'appelle Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Le film s'appelle donc The Shawshank Redemption. Il est sorti en 1994, il a été réalisé par Frank Darabont, avec en acteurs principaux Tim Robbins et Morgan Freeman. Oh. De quoi ça pitch? C'est assez simple, c'est un mec qui se fait emprisonner à perpétuité pour le meurtre de sa femme, mais qu'il n'a pas commis. Et en fait, donc, il se lie d'amitié donc, avec le personnage de je sais plus qui, joué par Morgan Freeman. Donc, c'est l'histoire, du milieu pénitentiaire dans les années 60 en Amérique. 2, une espèce de bromance sur fond de prison pénitentiaire. Et voilà, je n'en dis pas plus pour pas spoiler le truc. Je pense que c'est pas mal à regarder en sachant pas beaucoup plus, que c'est vraiment très 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 chouette. Et t'as vu le film ou t'as lu le livre? J'ai vu le film, j'ai pas lu le livre. Et je sais que Stephen King, ça peut avoir des fois des tendances un peu violentes ou un peu psychologiquement rudes. Ça ne l'est pas. Enfin, moi, j'ai pu le regarder, donc un enfant de 4 ans peut le regarder. Faut pas abuser, il y a des petites histoires de viol avec la savonnette qui tombe. Mais, presque tout public. Mais presque tout public, exactement. Et la deuxième reco, qui sera extrêmement rapide, c'est un podcast qui a été fait par Arte Radio. Mais j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Sur le son au cinéma. C'est en 5 épisodes, ils sont vraiment très 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 bien. Une thématique par épisode avec des bruiteurs en fait, des sound designers de cinéma qui t'expliquent qu'est-ce qu'on fait pour faire du son au cinéma, et 2, qu'à quoi que ça sert. Et surtout ça, c'est moi je trouve ça hyper intéressant. J'ai noté entre autres le premier épisode qui est sur la création d'ambiance, sur comment est-ce que au-delà des voix et de la musique, on se crée une ambiance uniquement à partir de bruit. Et le deuxième truc qui n'est pas tout public pour le coup, c'est le deuxième ou le troisième épisode qui s'appelle Marcher sur des os, et qui pour le coup t'explique comment est-ce qu'on fait les bruits de jugulaires qui se tranchent, d'os qui se brisent. Voilà, donc il t'explique qu'ils font tout ça avec des petites endives, ce qui est bien rigolo. Sauf que voilà, et très vite le mec finit par te dire voilà, donc bon, moi j'ai des sons spéciaux pour te faire vomir, donc toi t'es en train de faire ta petite tambouille le soir avec tes écouteurs en train d'écouter ton podcast, tu rigoles bien en disant
faire vomir avec du bruit. Non mais il a marché, il marche bien. Je n'ai pas pu manger ce soir-là. Super. Voilà, non, les vraiment, podcasts, des émotions. Moi, j'étais vraiment pas prête du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et donc ça te donne en plus des petites anecdotes sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire de plein de films. Voilà, c'était un gros coup de cœur podcastique. Je valide. Une petite diarrhée explosive dans les écouteurs, je mange pas. Ah bah non mais je n'ai pas vomi ou quoi que ce soit, mais par contre je me suis sentie vraiment très très mal quoi. Après je suis quelqu'un de sensible, mais je m'attendais pas à ça. C'est assez impressionnant d'entendre ces bruits-là. Je conseille de l'écouter avec un casque pour le coup, ce podcast-là. Ça peut être c'est très intéressant. J'imagine, de toute façon, toi, les productions Arte Radio, t'es sûr qu'il faut les écouter au casque, généralement. En tout cas, merci Elsa de ta recommandation. De rien. Mathieu. Eh ben, écoutez, une petite recommandation que je viens d'être inspiré par rapport à ce qu'on a parlé ce soir. Donc, un film que j'ai vu que je me suis revu il y a pas si longtemps, donc avec Viggo Mortensen, avec Howard Shore à la musique, c'est A History of Violence de David Cronenberg. Ça me dit rien. Donc, quelle adaptation aussi. Oui, adaptation d'un roman graphique qui était sorti 3 ans auparavant. C'est un film qui est sorti en 2005, qui est un conte-histoire de Viggo Mortensen qui joue Tom Ståhl, un patron de restaurant qui mène une vie tranquille avec femme et enfants, et qui un jour est agressé par 2 dangereux gangsters qui neutralisent par légitime défense, et qui devient du jour au lendemain un héros médiatique américain dont l'existence est connue du grand public, et qui, quelques temps après, se fait aborder par 2 dangereux gangsters qui croient reconnaître en lui un dangereux psychopathe qui faisait partie de leur gang quelques années auparavant. Donc s'enjoint un énorme quiproquo sur l'identité de Tom. Est-il ce bon père de famille ou est-il ce dangereux psychopathe qui cacherait peut-être la vérité à la famille? Donc je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Si vous êtes habitué du cinéma de Cronenberg, on retrouve toutes ces thématiques qu'il abordait dans ses films beaucoup plus sanguinolents, comme La Mouche, qu'il a adapté à une version plus psychologique. C'est très violent, parfois très gore, très remuant, et ça en dit beaucoup sur les mecs d'aujourd'hui. Yes, merci pour la recommandation. Ça a l'air trop bien. Après la fin, je vais pouvoir voir un nouveau film avec Viggo Mortensen. Très violent, super gore. Ça la vie est violente et la vie est gore, tu sais. La vie est pas facile. La violence Cronenberg non plus. Merci pour la reco History of Violence de David Cronenberg. Louis. Alors, moi, c'est pas un coup de gueule cette fois. Oh, normalement, je fais des coups de gueule. Non, j'ai pas beaucoup d'idées de reco. De coups de gueule, j'en ai toujours à dire, mais là, c'est plus un coup de joie. Alors, je m'adresse au game. Un coup de joie, voilà. Je m'adresse. Putain, c'est beau. Il fait ce qu'il veut avec la reco. Ouais, je fais ce que je veux. Nous, notre gimmick, c'est on fait ce qu'on veut dans notre chronique. C'est ça. Moi, Louis fait ce qu'il veut dans les recos. Il fait ce qu'il veut tout court. Voilà, je fais ce que je veux. C'est quoi le coup de joie? Alors, le coup de joie, bon, je m'adresse aux gamers et aux gameuses, excusez-moi, public et auditeurs qui s'en battent les couilles. Mais si vous êtes fan de la série Borderlands 2, et Borderlands 1, ce sont de très très bons jeux, du shooting, du looting, de la folie pure dans le character design, et dans l'humour un peu, cel shading, un peu très bon humour. C'est très très bon jeu. Et soyez heureux, après de nombreuses années, la PAX à Boston, qui est une conférence de jeux vidéo, se déroule le jeudi 28 mars, du coup c'est très prochainement, et ça a été officiel et teasé aujourd'hui par Gearbox, qui est la compagnie qui développe Borderlands, et ça fait plus de 7-8 ans que tout le monde les rabâche pour avoir une suite. Ils ont teasé une pancarte en cel shading en style Borderlands 3 avec marqué prochaine sortie et Boston et Exit 3, et du coup on l'a. Le Borderlands 3 va être annoncé le 28 mars et beaucoup de gens l'attendent. Et du coup, pour les gamers qui n'étaient pas au courant, voilà, c'est un coup de joie. Maintenant, vous êtes au courant, quoi. Vous êtes au courant. Borderlands 3 arrive, checkez, ce sera 19h heure française, stream de la PAX, 14h aux États-Unis. Pour la paille, il y a ma copine qui est là. Yes. Génial, yes. Tu sais, après, il y a le replay. Ce serait une meilleure annonce que Pokémon de Nintendo. Alors, Pokémon, tu quoi, de armure épée, c'est ça? Ça a l'air trop de la merde. T'as rien vu. T'as vu épée bouclier, ça te plaît pas, c'est ça?
Non, j'ai regardé le Nintendo Live là, en retranscrit sur YouTube, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va finir cette émission sur cette forme de baston pour l'annonce de Pokémon sur Switch. On a rien vu. Formidable les mecs, merci pour tout. De toute façon, Pokémon c'était bien quand c'était jaune, rouge et bleu. Je vais te niquer ta mère. Alors dommage, c'est la mienne. Si tu la niques, c'est bizarre. Meilleure blague de ce soir dédiée à Luc. Ah putain merde, moi je me suis auto-niqué, formidable. On va finir cette émission sur cette vanne qui m'auto-tue. Alors, Retour vers le Turfu, donc retrouvable sur Twitter, Retour Turfu. Facebook, Retour vers le Turfu. Instagram, Retour Turfu, _8 RVLT. rvturfu@gmail.com pour envoyer vos critiques de films et vos suggestions de films pour la liste. Retourverleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT, Noobs et des tonalités. Bien sûr, partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu. C'est notre moteur à nous. On vous demande pas de thunes. Jamais on vous demandera de la thune. Mais par contre, envoyez-nous des bisous. On se donne rendez-vous pour le mois prochain pour le live de RVLT à Podren le 21 avril, 14h30. Les gars. Ouais. Ah putain, mais quelle ambiance. Bah, on est fatigué aussi. Il est 2h du matin là. C'est vrai qu'il est 1h30 du matin. Il est 1h30. Ah, plus de 2h Et moi je suis là, je suis en team Efferalgan là, j'en peux plus. Alors... mais 2 heures dans mon cœur. Moi, je le ressens comme 2 Elle est heures. encore elle est jetlaguée à chaque réalité, il faut le Je suis savoir. un peu levé. C'est à cause de sa chronique. Ouais, c'est vrai, décalage horaire. Non, c'est bien joué, Ah bravo. putain, je viens de comprendre. Décalage horaire ou décalage Si on pouvait finir l'émission, bisous et Oui. cultivez-vous bordel de merde. Ouais, ah bah oui. Bisous. Bisous. Et cultivez-vous, bordel de merde. Ouais, voilà. Ouais. C'est bien. Et on tire le film. Alors. Pour le live. Numéro 458. Oh. Attends, 458, c'est au milieu de la liste ou pas ça? Bah non, elle fait combien la liste? Elle est longue, hein. Comme ça. Ouais, je l'ai même pas faite, tu vois, par politesse. Fallait bien que quelqu'un se dévoue, c'était moi. Ouais, bah tu vois, c'est ce qui est complètement con, tu me diras. Alors, du coup, c'est quoi je cherche. Oh merde. Hein? Quoi? C'est quoi? Attends, fais voir. Oh, fait chier. Ah, mais c'est de la merde! Mais c'est... Oh, la défaite. Putain. Oh, yes. Bon, c'est rigolo. Qui est-ce qui a foutu ça dans la liste par contre? Qui est le connard qui a fait ça? Ouais, qui c'est qui a du Benko?